Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de Yu-Gi-Oh! GX, de toute la série Yu-Gi-Oh! GX. Vous le savez, j'ai sorti plein de vidéos sur Yu-Gi-Oh! GX, notamment certaines vidéos qui traitent des arcs différents de Yu-Gi-Oh! GX, donc l'arc Bête Sacrée, l'arc Société de Lumière, l'arc Yubel et l'arc Darkness. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai décidé de compiler en fait la totalité de ces 4 vidéos pour que vous puissiez donc apprécier l'histoire incroyable de Yu-Gi-Oh! GX au fil des arcs. Donc voilà, c'est une vidéo qui va durer sûrement beaucoup plus d'une heure, mais voilà, vous pouvez vous installer tranquillement avec un petit paquet de popcorn et regarder cette vidéo et suivre l'intégralité de Yu-Gi-Oh! GX qui bien évidemment est décryptée, etc., en espérant qu'elle vous plaira. J'ai d'ailleurs fait ce genre de format pour Yu-Gi-Oh! Arc 5, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où justement la vidéo sur Arc 5 traite de tout Yu-Gi-Oh! Arc 5 justement, arc par arc, et dans cette vidéo les amis ça va être pareil pour GX. Donc, je vous souhaite un très bon visionnage les amis, et n'oubliez pas que Yu-Gi-Oh! GX, c'est la base. Alors déjà, je vais pas vous mytho, Yu-Gi-Oh! GX est très loin d'être ma série Yu-Gi-Oh! Favorite. Néanmoins, cette série a un charme bien à elle qu'aucune autre série Yu-Gi-Oh! N'a. Car GX a la particularité de faire évoluer ses personnages saison après saison. Chaque saison va avoir un impact sur le caractère des personnages et un impact sur nous aussi du coup. Puisque la série GX se passe sur 3 ans. Et personnellement, Yu-Gi-Oh! GX, c'est sorti quand j'étais genre fin collège, etc. Donc, forcément, c'est une série qui m'a touché directement. Et je sais pas pourquoi, sûrement à cause du phénomène d'identification, etc. Où tu te dis, les héros, ils ont plus ou moins le même âge que toi. Tu les vois évoluer au cours de leur scolarité comme toi tu peux évoluer au cours de ta propre scolarité, il y a des histoires d'amour, etc. Bref, forcément quand tu as connu cette série en étant adolescent, elle a une saveur particulière qui fait que tu t'attaches directement aux différents personnages. Ce qui explique que bien que Yu-Gi-Oh! GX scénaristiquement, au début en tout cas, ça vole pas très haut au début, bah ça reste aujourd'hui mine de rien une des séries Yu-Gi-Oh! Les plus appréciées par les fans de la licence. Tout simplement parce qu'il y a ce charme, cette identification qu'on se fait aux personnages, l'attachement qu'on peut avoir pour eux, etc. Les personnages de Yu-Gi-Oh! GX, on a grandi avec eux, mais ils ont surtout grandi avec nous. Et ça c'est beau. Enfin bref, l'histoire de Yu-Gi-Oh! GX se déroule donc 10 ans après la série Yu-Gi-Oh! Originale. Et nous présente donc au début un certain Judai Yuki, qui est en retard pour se rendre à l'examen d'admission de la Duel Academy, une prestigieuse école de duel. Donc, dès les premières minutes de GX, on te met dans le bain directement. Tu te dis, ah ok, donc 10 ans après, quand même, le duel a pris une telle ampleur qu'il y a maintenant des écoles de duel, genre des centres de formation pour éventuellement devenir duelliste professionnel. Le duel s'est énormément démocratisé dans la société. Il y a donc là un petit côté Yu-Gi-Oh! À l'école des sorciers et c'est trop stylé. Et on va pas se mytho, hein, quand on était petit, on rêvait tous de rejoindre cette école. Ensuite, on en montre Judai, donc le personnage principal, qui est en retard. Donc déjà, ça te met un indicateur sur la personnalité du mec. Tu sens que c'est un peu un branleur. Et ce Judai, qui est en train de courir, va tomber sur Yugi Muto. Donc là, on a un clin d'œil à la première série et ça fait extrêmement plaisir. Voir Yugi comme ça 10 ans plus tard, même si on le voit pas, tu sens que Yugi qui a pris 10 ans dans la gueule, c'est le sosie de Atem. D'ailleurs, au niveau du doublage, la voix qui est prêtée à Yugi, c'est la voix de Atem. Car Yu-Gi-Oh! GX, bien que ça se passe 10 ans après, les personnages principaux sont des personnages inédits. Mais ça n'empêchera pas l'apparition de plein de personnages emblématiques de la première série Yu-Gi-Oh! Comme Yugi déjà, Pegasus, Seto Kaiba ou les frères Paradox, etc. Bref, Yugi donnera à Judai la carte Kuribo Ele, une carte esprit, car il sent que celui-ci va être quelqu'un d'important, qu'il va accomplir de grandes choses et qu'il a une âme brûlante de duelliste. Et pour que Yugi ressente quelque chose comme ça pour un inconnu et lui file la carte Kuribo Ele, tu te dis ok, Judai ça va pas être n'importe qui, ça va être quelqu'un de super important. En même temps c'est le perso principal, mais tu sens qu'il va accomplir de grandes choses pour que Yugi lui donne cette carte et ressente des choses en lui. Enfin bref, quand tu finis la série Yu-Gi-Oh! GX, tu comprends pourquoi dans l'épisode 1 il lui donne cette carte. Car Judai n'est pas un inconnu pour Yugi. Yugi le connaît déjà, Judai. Mais je vous en dirai pas plus, on apprend ça au dernier épisode en fait de Yu-Gi-Oh! GX. Mais on verra ça en temps voulu quand on parlera du dernier arc de Yu-Gi-Oh! GX. Bref,
Judai arrivera finalement au lieu de l'examen, et vu qu'il est en retard, il va devoir affronter entre guillemets le sous-directeur, Chronos, en duel, et va réussir à le battre contre toute attente. Donc, dès ce moment-là, Judai sera dans le viseur de Chronos. Il ne peut pas le blairer. Déjà, il arrive en retard, en plus il le bat en duel devant tout le monde, lui qui a une réputation de duelliste surpuissant, donc forcément son ego il va en prendre un coup. Judai a donc réussi son examen et est maintenant inscrit à la Duel Academy. Cette école prestigieuse est divisée en 3 catégories, et les élèves sont classés selon leur puissance. Les rouges sliffers qui sont les plus éclatés, les jaunes rats qui sont le niveau intermédiaire et les bleus obélisques qui sont les plus forts. Bien évidemment, Judai il avait le niveau pour intégrer les bleus obélisques vu ses performances à l'examen. Mais il va quand même se retrouver chez les plus nuls. Les rouges sliffers tout simplement parce que Chronos ne peut pas le blairer et l'a donc foutu là-bas. Néanmoins, Judai, lui ça lui dérange pas, il semble très heureux, même il semble apprécier la simplicité. Notre héros partagera ainsi sa chambre avec Hayato et Sho Marufuji, qui va devenir plus tard son meilleur ami. Et aussi, on va pas se mytho, le fait que Judai soit dans la catégorie des plus faibles donnera à notre héros toujours cette position d'outsider, inférieure à ses adversaires. Donc il devra toujours prouver et se surpasser. Et on est dans un shonen, donc ça semble logique que le mec débute tout en bas. Voilà. Bref, nous voici donc dans la Duel Academy où nous pourrons suivre notre héros dans son apprentissage. Et très vite, plein de duels s'enchaîneront. Plein de duels sans intérêt, on va pas se mytho. Ah bah oui, là-bas ça fait des duels pour tout et rien. Par exemple, il reste qu'un sandwich, 2 mecs qui vont s'embrouiller. Ah non, le sandwich il est à moi, non c'est le mien. Bah tu sais quoi, on va régler ça dans un duel et on va se taper 2 épisodes de duel parce que les mecs se battent pour un sandwich. Ah, voilà, c'est ça Yu-Gi-Oh! GX au début. Bref, la série va donc commencer en nous narrant les histoires de Judai et la rivalité qu'il peut y avoir entre lui et les autres élèves de l'école, mais aussi l'amitié qu'il y aura entre eux. De plus, Judai devra faire face aux différents pièges tendus par le professeur Chronos, qui va se lancer dans plein de stratagèmes farfelus pour faire en sorte que Judai soit renvoyé, parce que vous avez compris qu'il peut pas le blairer. Le début de la série est donc bourré d'humour et de second degré à go-go, et aussi comme je vous ai dit, de duels dont on se serait très bien passé, comme par exemple celui contre un singe évadé d'un laboratoire clandestin à qui on a appris à jouer aux cartes à des fins militaires. Oui. De plus, ce qui peut être regrettable, c'est que Judai remportera toujours ses duels de la même manière, ce qui veut dire que dès le début du duel, tu sais très bien comment ça va se terminer en général. Enfin bref, le début de GX sera surtout pour nous l'occasion de nous mettre dans le contexte, et aussi de pouvoir découvrir tous les autres étudiants de la Duel Academy, dont certains à qui on va vraiment s'attacher. Comme par exemple Ryo Marufuji, le frère de Sho, qui est le duelliste le plus puissant de l'école. D'ailleurs, Judai essaiera de le défier en duel mais va se faire éclater la gueule. Ou encore Asuka Tenjoin, la meuf dont toute l'école est amoureuse, elle qui est à la recherche de son frère qui est porté disparu. Donc là tu te dis ok, sur cette île il n'y a pas que des simples étudiants duellistes etc, il y a aussi quelques phénomènes paranormaux étranges qui se déroulent, donc on a hâte d'en savoir plus. Tu sens que nos héros vont donc vivre plein d'aventures incroyables. Mais aussi et surtout John Manjom, qui semble être au départ le rival de Judai, la petite terreur de l'école, lui qui appartient au bleu obélisque. Néanmoins, Judai va le battre dans un duel et celui-ci plus tard décidera de quitter l'école et ira dans une autre école, l'Académie du Nord. Et plus tard aura lieu un duel entre le meilleur duelliste de l'Académie du Nord contre un duelliste choisi de la Duel Academy. En gros donc un match contre Jun et Judai, le match retour. Sauf que Manjom, on en apprendra un petit peu plus sur lui qui vit sous la pression de ses grands frères. Ceux-ci lui donneront même des cartes surpuissantes pour être sûr qu'il puisse gagner, eux qui ont un budget illimité. Néanmoins, il se fera battre par Judai, car l'amour du jeu est plus fort que l'argent. C'est beau. Jun se rendra finalement compte de ses erreurs et que la Duel Academy est sa vraie maison. Mais bon, finalement, il reviendra à la Duel Academy et sera entre guillemets rétrogradé en tant que rouge sliffer et occupera ainsi le même dortoir que Judai pour son plus grand plaisir.
Et ce qui est vraiment cool dans GX, c'est que chaque personnage principal ou secondaire aura le droit à son propre développement. Chaque personnage aura son mini-arc qui lui est consacré. Les personnages secondaires ne sont donc pas que là pour soutenir le héros, comme c'était le cas dans Duel Monster par exemple. Mais ici, chaque personnage est là pour accomplir son propre objectif. Enfin bref, jusque là tout semble assez feel good, c'est super cool, etc. Où tu suis des duellistes qui sont dans leur apprentissage et qui veulent devenir professionnels, etc. Mais très vite les choses vont partir en cacahuète, oui monsieur. Car vers le milieu de la saison 1, l'ambiance va changer. Et le monde va être menacé par 7 cavaliers de l'ombre, les Seven Stars, qui veulent dérober les 3 cartes de bêtes sacrées enfermées au cœur de la Duel Academy. Ces 3 cartes ont été jugées tellement puissantes et dangereuses qu'elles ont été enfermées. Néanmoins, pour déverrouiller les 3 cartes de bêtes sacrées, les Seven Stars auront besoin de clés. Clés qui seront chacune attribuées à un puissant duelliste de la Duel Academy. En conséquence, Judai, Bastien, Asuka, Ryo Marufuji, Jun, Chronos et le professeur Daitokuji vont devoir affronter les Seven Stars pour protéger leurs clés et ainsi les empêcher de s'emparer des cartes de bêtes sacrées. Et on va pas se mytho, avec les cartes de bêtes sacrées, ils ont essayé de recréer le délire un petit peu dieu égyptien, etc. Car déjà, niveau design, c'est plus ou moins les mêmes. Et même l'histoire de ces cartes, c'est plus ou moins le même délire. Les bêtes sacrées, on va pas se mytho, c'est un petit peu les dieux égyptiens de Wish. Bref, Judai fera donc très vite face au premier cavalier de l'ombre, un duelliste masqué. Mais bien évidemment, Judai l'emportera, et suite à sa victoire, le visage de ce cavalier masqué apparaîtra. Il s'agit du frère de Asuka, qui était porté disparu, Fubuki Tenjoin. Et au passage, Fubuki va s'avérer être un copier-coller de Joey Wheeler, tant sur le design parce qu'ils ont la même gueule, que sur leur attitude, caractère, etc. Et en plus, Fubuki, il joue un deck yeux rouges, donc c'est plus ou moins le Joey Wheeler de Wish, oui. Bref, Fubuki apprendra à nos héros que la personne qu'il a entre guillemets enlevé et fait passer du côté obscur n'est autre que le professeur Daitokuji, lui qu'on voyait comme quelqu'un de pur, de gentil, d'attentionné, semble être en réalité tout l'inverse. Enfin bref, après, chacun de nos personnages va affronter des cavaliers de l'ombre. Ryo et Chronos perdront leurs clés contre Kamula, qui les changera d'ailleurs en poupée, mais qui sera par la suite vaincu par Judai Yuki. Bastia affrontera quant à lui Tanya et tombera sous son charme. Celle-ci sera vaincue à nouveau par Judai. Enfin bref, plein de duels à la con vont s'enchaîner jusqu'à ce que Judai doive affronter le dernier cavalier de l'ombre, qui se nomme Amnael, et qui n'est autre que le professeur Daitokuji lui-même. Celui-ci souffrait d'une grave maladie et était condamné, et a réussi à transférer son âme dans un corps artificiel grâce à l'alchimie. Néanmoins, ce corps n'est pas éternel, et commence à s'effriter. C'est pourquoi il rêve de créer la pierre philosophale et ainsi obtenir l'immortalité. C'est pour cela qu'il a besoin de la puissance des 3 cartes de bêtes sacrées, en gros. Un duel va donc éclater entre Judai et Amnael, ou plutôt Daitokuji. Néanmoins, plus le duel passe, plus on a l'impression que ce duel est plus un test pour Judai, une sorte d'examen de fin d'année, puisque bien qu'on nous présente Daitokuji comme le méchant, on a l'impression que celui-ci il est vraiment attaché à son élève, et qu'il est limite fier de lui, de voir tous les progrès qu'il a fait, etc. Ça veut dire que même quand Daitokuji va perdre, parce que oui il va perdre, il va être fier de Judai, il va être content limite de perdre. Daitokuji vaincu lèguera ainsi à son élève son grimoire, ainsi que la carte Sabatier, la pierre philosophale. Suite à ça, le corps de Daitokuji disparaîtra et son esprit continuera à vivre et sera avalé par son chat, Pharaon. Tout semble alors terminé. Néanmoins, Judai va devoir livrer un des duels les plus durs qu'il n'ait jamais eu à livrer tout simplement. Puisque le président de la Duel Academy, Kagemaru, apparaîtra et après avoir dérobé toutes les clés, réussira à obtenir les 3 cartes de bêtes sacrées. Uria, Amon et Javier. Oui, c'est une bête sacrée espagnole, elle s'appelle Javier. Bref, ces bêtes sacrées absorbent la puissance et l'esprit des monstres de duel, ce qui fera rajeunir Kagemaru. Lui, qui a plus de 100 ans, semble désormais en avoir à peine 20. Après un duel spectaculaire, Judai réussira à gagner ce combat ô combien important, notamment grâce à la carte Sabatier la pierre philosophale, héritage du professeur Daitokuji. C'est symbolique, c'est beau, oh oui.
Kagemaru, défait, retrouvera alors sa vieillesse, lui qui ne semble pas être quelqu'un de mauvais, mais simplement un vieillard nostalgique de ses jeunes années. Oui, c'est super con comme dénouement. Ah bah oui, un GX, je vous ai dit, ça met un peu de temps à rentrer dans le sérieux. Mais une fois que t'y rentres, oh là là, ça devient trop stylé les amis, croyez-moi, j'ai hâte qu'on parle des prochains arcs de GX parce que GX c'est une série, saison après saison c'est de mieux en mieux, voilà, chaque saison est de mieux en mieux. La 2 est mieux que la 1, la 3 est mieux que la 2 et la 4 est mieux que la 3. Bref, c'est donc la fin de la première année scolaire pour notre héros à la Duel Academy. Et depuis son arrivée, Judai a bien grandi et a donc entre guillemets eu comme examen final de fin d'année un affrontement contre Daitokuji et contre Kagemaru, ce qui l'a permis d'avoir encore plus de puissance et encore plus de confiance en lui, etc. Néanmoins, ce n'est pas tout à fait terminé, puisqu'il est maintenant temps pour lui de livrer ce qui va être le meilleur duel du premier arc, le meilleur duel qu'on a jamais eu jusque-là dans GX, et le meilleur duel que Judai n'a jamais livré lui aussi. Puisque Ryo Marufuji, aka Kaiser, après 3 années passées dans l'école, s'en va rejoindre le monde professionnel. Mais avant cela, il devra choisir un élève de l'école pour un duel, et son choix se portera tout naturellement sur Judai Yuki. Aura alors lieu le meilleur duel de ce premier arc, et un des meilleurs duels de Yu-Gi-Oh! GX tout court. Un duel épique et symbolique, où Ryo et Judai vont prendre énormément de plaisir. Plaisir qu'ils vont réussir à nous transmettre. Ce duel est trop stylé, bordel! Oui! Combat qui se soldera d'ailleurs par un match nul. Ryo Marufuji semble donc être beaucoup trop fort pour Judai. Néanmoins, Judai qui au début de la série l'avait déjà affronté et qui s'était fait écraser à plat de couture très rapidement, bah aujourd'hui il a quand même réussi à arracher le match nul. Ce qui montre bien à quel point il a progressé et évolué. Et ce duel peut également être vu comme entre guillemets une passation de pouvoir. Ryo Marufuji s'en va et donne désormais à Judai le statut de meilleur duelliste de l'école. Judai va ainsi hériter de la volonté de Ryo. C'est beau. Enfin voilà les amis, c'est ainsi que se clôt la première année passée à la Duel Academy. Et donc, ce premier arc. Chaque arc de Yu-Gi-Oh! GX représente plus ou moins une année scolaire. Donc c'est stylé de ouf. Et ça c'est propre à l'anime GX justement parce que le manga GX lui se déroule uniquement sur une année. Et à la fin du manga on nous dit ouais 3 ans plus tard machin. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le manga Yu-Gi-Oh! GX, les amis n'hésitez pas à aller la voir parce que le manga n'a rien à voir, c'est une autre histoire etc. Mais le manga est tout aussi bien que l'anime, voire même pour certains le manga est meilleur que l'anime, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas allez voir la vidéo que j'ai faite sur le manga si vous ne le connaissez pas. Un arc qui possède plein de petits sous-arcs et qui peut paraître aussi assez long pour rien, mais qui n'en demeure pas moins très intéressant, même si tu sens que par moment, scénaristiquement, ça part dans tous les sens, hein. Des fois ils vont droit dans le mur, on va pas se mytho, il y a des moments ça part en couille totale, parce que l'intrigue de base de cet arc là, elle est tellement mince, que les scénaristes, pour que le tout fasse 52 épisodes, bah ils ont dû rajouter tout et n'importe quoi, si bien que comme je vous ai dit, des fois ça part en cacahuète totale. Mais de toute façon, on va décortiquer tout ça dans le détail ensemble dans cette vidéo, les amis. Et qui dit nouvelle saison Yu-Gi-Oh! GX dit nouvelle année. Donc c'est la deuxième année pour nos héros à la Duel Academy et beaucoup de choses vont changer. Donc qui dit nouvelle année dit surtout nouveaux élèves. Et oui, qui dit nouvelle année dit nouveaux élèves. Et forcément, Judai, tout ça, ça va le stimuler. À peine la rentrée commence que notre héros affrontera un nouveau dans un duel. Un nouvel élève très intriguant, qui semble être un débutant. Néanmoins, on sent qu'il fait semblant d'être nul. Ce jeune homme s'appelle Edo Phoenix, et est en réalité un duelliste professionnel. A noter que ce Edo Phoenix a construit un deck en improvisation totale grâce à des boosters qu'il a achetés aléatoirement. Et pourtant, il se débrouillait pas trop mal. Edo Phoenix est donc un personnage très intriguant et très intéressant en fait dès sa toute première apparition. Et d'ailleurs dans cette vidéo, bien évidemment qu'on reviendra en détail sur son enfance, son passé tragique, etc. etc. Mais c'est trop stylé! Bref, Edo Phoenix, bien que professionnel, décide de rester à la Duel Academy. Et quelques temps plus tard, il affrontera même en duel Ryo Marufuji, aka Kaiser, aka Zen Truesdale,
qui lui, de son côté, est aussi devenu professionnel. On avait vu ça à la fin du premier arc. Mais malgré tout le talent de Ryo, Edo Phoenix n'en fera qu'une bouchée. Edo, qui joue également, en réalité, un deck héros. Et ce dernier défiera d'ailleurs en direct à la télévision notre héros Judai Yuki. Bref, suite à cette défaite, Ryo Marufuji, qu'on appelle le Kaiser, est devenu méconnaissable et enchaînera les défaites. Une vraie descente aux enfers pour le jeune prodige, jusqu'à ce que celui-ci commence à faire des duels clandestins et déviera petit à petit du droit chemin pour sombrer dans les ténèbres. Il y aura désormais qu'une chose qui compte à ses yeux, la victoire, et tous les moyens sont bons pour y arriver, quitte même à vendre son âme. De plus, Ryo Marufuji n'hésitera pas à se rendre là où tout a commencé pour lui, dans un dojo au sommet d'une montagne, où il y retrouvera le doyen Shepherd, directeur de la Duel Academy, celui qui lui a tout appris lorsqu'il était enfant. Ryo Marufuji est ici pour une raison, obtenir un deck interdit, la face sombre du deck Cyber Dragon, le deck Cyber Ténébreux. Deck qu'il obtiendra finalement sans trop de difficultés. On a donc là le sentiment d'avoir définitivement perdu le Ryo Marufuji que nous connaissions. Il n'est désormais qu'un amas de haine et de colère, prêt à tout pour la victoire. Et ça c'est stylé les amis, ça c'est stylé de ouf. Puisque dans l'arc Société de Lumière, comme je vous ai dit, ils vont intégrer plein de mini-arcs, etc. Et il y a une sorte de mini-arc justement qui est consacré à Ryo Marufuji, donc Zane Truesdale. Et ce mini-arc n'est pas du tout anodin, puisque l'arc, en général Société de Lumière, nous dépeint une métaphore du bien et du mal, de la lumière et des ténèbres. Donc le changement de Ryo Marufuji, mine de rien, colle assez bien avec le délire de cet arc, c'est pas vraiment sorti de nulle part. Qui plus est, ça va aussi nous montrer la difficulté et surtout tous les travers qu'il y a dans le monde professionnel, parce qu'on nous montre d'un côté la Duel Academy avec plein de jeunes élèves qui sont rêveurs, qui rêvent d'être professionnels, qui fantasment sur ce milieu-là, mais d'un autre côté, on va nous contraster tout ça justement avec la réalité du milieu où ça te montre que c'est très dur, très cruel, sans pitié. Ryo Marufuji, il a perdu un duel et tout le monde a commencé à se foutre de sa gueule, etc. Ça va très vite. Tu peux être là et très vite tu peux te retrouver en bas et ça te montre en fait voilà, la dureté du monde professionnel pour les duellistes. Ce qui vient donc contraster avec ce que nous montre dans la Duel Academy où les mecs rêvent d'être fantasmes sur le monde professionnel, etc. Bref, revenons quand même à la Duel Academy où, comme je vous disais, qui dit nouvelle année dit nouveaux élèves. Et ce sera ainsi l'occasion pour nous de découvrir un certain Tyranno Kenzan, qui défiera Judai en duel, et suite à cela, les deux vont énormément se lier d'amitié. Et Kenzan se chamaillera d'ailleurs sans cesse avec Sho, pour montrer que c'est lui le meilleur ami de Judai. Kenzan est un personnage personnellement que j'ai grave kiffé, mais par contre on va pas se mytho, son histoire, elle pue la merde. Oui, sérieusement, le gars il a eu un accident, ok, il a une blessure à la jambe et on lui a remplacé son tibia par un os de dinosaure. Un os de dinosaure, frère. Comment le médecin il s'est dit tiens je vais mettre un os de dinosaure, et en plus c'est pas tout, parce que le gars on lui a mis un os de dinosaure et la magie a fait que le mec a de l'ADN de dinosaure en lui, ce qui va entraîner plein de capacités surnaturelles qu'on verra tout à l'heure les amis, mais en tout cas c'est grave fonce-dé comme concept, mais on verra ça en détail après, vous avez pété un câble, c'est n'importe quoi. Mais malgré tout Kenzan je le kiffe. Bref, les jours passeront et Judai à la Duel Academy se verra affronter Edo Phoenix. On aura d'un côté le deck héros de la destinée contre le deck héros élémentaire. Un duel titanesque, mais un fossé sépare les deux. Edo Phoenix est beaucoup trop puissant et vaincra Judai. Et la raison pour laquelle se bat Edo Phoenix est totalement en opposition avec la raison pour laquelle Judai combat en duel. Puisque Judai il pense à s'amuser et Edo Phoenix lui il livre des duels pour se venger. Puisque c'est son père qui a créé les cartes héros de la destinée il y a plus de 10 ans et son père a été tué et la carte la plus puissante des cartes héros de la destinée a été volée. Edo Phoenix a donc passé plus de 10 ans à rechercher cette carte pour enfin trouver l'assassin de son père et pour comprendre ce qu'il s'est passé ce fameux soir tragique il y a plus de 10 ans. Edo Phoenix est un petit peu un anti-héros et c'est d'ailleurs ce que représentent ces monstres héros de la destinée qui semblent physiquement être des héros assez ténébreux, genre qui agissent que la nuit, etc., qui sont dans l'ombre, machin. Bref, une défaite écrasante qui marquera Judai
Judai si bien qu'il ne peut plus voir ses cartes. Celles-ci apparaîtront vierges. Notre héros est déprimé, ne peut se battre en duel puisqu'il ne voit plus ses cartes, si bien qu'il partira de l'île pour se recentrer sur lui-même et réfléchir. Et dans ce genre de situation, il y a en général deux solutions. Soit on coule, ou alors on a un sursaut d'orgueil qui nous pousse à aller de l'avant. Mais pour Judai, ce sera finalement une rencontre inattendue qui va bouleverser sa vie à tout jamais. Une rencontre avec un certain dauphin aquatique, un monstre de duel. Celui-ci est un néospatien. Mais qui sont donc les néospatiens? Eh bah ce sont tout simplement des monstres que Judai avait créés et dessinés alors qu'il n'était qu'un enfant. À l'époque, un concours organisé par la Kaiba Corp a permis à Judai d'envoyer ses œuvres dans l'espace via un satellite Kaiba Corp. Car oui les amis, c'est au Kaiba, à l'époque il s'était dit quoi? S'il y a une vie extraterrestre quelque part, apprenons-leur à jouer au duel de monstres. Mais putain, il est trop stylé ce mec. Il a tout capté lui. Et des années plus tard, ces mêmes monstres qui ont été dessinés et envoyés dans l'espace, ils ont pris vie tout simplement. Et toute la conversation qu'il aura avec Dauphin aquatique néospatien, bah tout cela n'est pas un rêve. Les monstres néospatiens sont bel et bien réels. Judai Yuki a désormais un nouveau deck, de nouveaux monstres qui ont un lien très particulier avec lui. Tous les monstres qu'il a imaginés petits sont désormais à ses côtés. Tous ces monstres, sauf un. Mais on verra ça en temps voulu. Donc là les amis, ça marque quand même un tournant dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! GX, puisqu'on nous introduit un petit côté extraterrestre, spatial, etc. Mais en vrai, pourquoi pas, c'est super bien amené. Et ça crée surtout beaucoup de mystères. Enfin bref, suite à ça, Judai il a son nouveau deck et tout, et il va ainsi pouvoir rentrer à la Duel Academy. Et d'ailleurs, on va se taper une bonne dizaine d'épisodes de merde où tu vois Judai qui est en train d'essayer de retrouver le chemin de la Duel Academy, où il est perdu dans la forêt et il lui arrive des petites mésaventures. Mais à la Duel Academy, pendant tout ce bordel, c'est sacrément parti en couille, mais de ouf, puisque de nombreux élèves ont subi un lavage de cerveau et semblent désormais appartenir à une secte chelou, la Société de Lumière. Société de Lumière dirigée par Takuma Sayo, le entre guillemets manager de Edo Phoenix. Sayo, qui dans la version française s'appelle Sartorius, je crois, si je dis pas de conneries. Et ce Sayo, il est pas clair du tout. Déjà son chara design, personnellement je le valide pas trop. Et en plus de ça, il va intégrer la Duel Academy en tant qu'élève et sera très rapidement érigé au rang de entre guillemets roi par les autres élèves de la Duel Academy à qui il a déjà retourné le cerveau, ceux qui ont rejoint la Société de Lumière. Et d'ailleurs, nombre de nos héros vont tomber dans cette secte, que ce soit Bastien Misawa, Azuka ou encore Manjom. Kenzan a lui aussi failli tomber dans cette secte, mais il a pu y échapper grâce à son ADN de dinosaure. Oui, c'est complètement con, comme je vous ai dit, mais bon, pourquoi pas. Toutefois, Edo Phoenix, lui, semble assez éloigné de tout ce bordel, et n'étant rien responsable de tout ça, c'est uniquement Sayo. Et ce que j'ai trouvé sympa avec la Société de Lumière, c'est qu'ils sont représentés entre guillemets comme les antagonistes, comme les méchants de cet arc. Mais derrière tout ça, il y a quand même une métaphore assez sympa qui nous montre que la lumière ne représente pas forcément le côté du bien. Et que les ténèbres ne représentent pas forcément le côté du mal. Ça casse un petit peu les clichés. Mais ce qui est un petit peu chum, par contre, c'est qu'avec le personnage de Judai, dans la première saison en tout cas, chaque fois qu'un de ses potes était un peu en difficulté, etc., il s'empressait d'aller l'aider, il s'empressait de sauver ses potes, il était prêt à tout pour ça immédiatement. Il réagit rapidement, il a toujours été là pour eux. Mais dans cet arc, il va perdre 3 de ses amis les plus proches, qui vont rejoindre donc la Société de Lumière, et finalement, il va rien faire, jusqu'à ce que ce soit eux qui viennent à lui. Mais bon, après il va bien se rattraper parce qu'il va les sauver de la plus belle des manières. Certes, mais quand même, il a rien branlé, le mec, c'est eux qui sont venus à lui. Ce qui contredit un petit peu le Judai qu'on a connu dans l'arc précédent, où vraiment il réagissait rapidement, etc. etc. Mais bon, ça c'est que du détail, on s'en carre le cul. Enfin bref, Judai retrouvera donc le chemin de la Duel Academy et défiera Edo Phoenix en duel. Duel que notre héros remportera cette fois, grâce à son nouveau deck, le deck néospatien. Et dans le même temps, un tournoi débutera à la Duel Academy, le tournoi Genex.
Tournoi qui réunira des élèves, mais aussi des duellistes professionnels qui se rendront sur l'île. L'occasion pour nous de découvrir des duels vraiment spectaculaires, mais aussi des duels éclatés au sol dont on se serait bien passé. Ryo Marufuji va même débarquer sur l'île pour faire du sale, et affrontera d'ailleurs Fubuki, son meilleur ami, et surtout son frère, Sho. Et ces deux duels sont pour le coup extrêmement stylés, puisqu'ils vont ajouter énormément d'émotions dans le bordel. On a d'un côté Fubuki qui a déjà sombré dans les ténèbres dans l'arc précédent, et qui veut désormais sauver son meilleur ami, lui qui maintenant a sombré dans les ténèbres. Et de l'autre côté, on aura le duel avec Sho, où Sho veut prouver à son grand frère et veut sauver son grand frère, etc. Mais il va quand même se faire éclater la gueule. Mais c'est pas grave parce que Sho, il aura repoussé ses limites et ça apporte encore un peu plus de développement à ce personnage que je trouve vraiment génial. Personnellement, Sho pour moi c'est un des meilleurs persos de Yu-Gi-Oh! GX, alors que quand on commence Yu-Gi-Oh! GX, on voit ce mec là, on se dit putain il est rincé de ouf. Mais alors que petit à petit au cours de toute la série, il va tellement faire que évoluer mais subtilement qu'au final à la fin de la série tu te dis putain ce mec il est trop stylé! Ça me donne d'ailleurs envie de faire une vidéo sur l'évolution de ce personnage de Yu-Gi-Oh! GX. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse les amis. Tout ça c'est bien beau, mais bon, on va pas se mytho que le tournoi Genex, il sort un peu de nulle part, il apporte rien et il sert à rien. Mais bon, après, on est dans une école de duel, donc le fait qu'il y ait des tournois de duel, ça a quand même un peu de sens, c'est logique. Même si scénaristiquement, ce tournoi n'apporte pas grand chose. Et pendant ce tournoi Genex, Sayo, chef de la Société de Lumière, prendra le contrôle d'un puissant satellite laser. Comment il a fait? Bah il a enrôlé le prince Ojin dans sa secte et celui-ci détenait la clé pour activer ce satellite. Le prince Ojin est membre de la famille royale de Misgard et grâce à ce satellite, Sayo n'a qu'un seul objectif, détruire le monde. Bon, dans la version française, c'est un autre délire. Sayo, il veut utiliser ce satellite magique là pour mettre plein d'ondes de la Société de Lumière sur Terre et retourner le cerveau de tous les habitants de la Terre pour que tout le monde rejoigne la Société de Lumière. Ça c'est dans la VF, mais en vrai, il veut juste détruire le monde. Takuma Sayo, qui on va pas se mytho, est quand même un meilleur antagoniste que Kagemaru dans l'arc précédent. Ça c'est sûr, mais même ça vole toujours pas très haut, puisque Sayo est un petit peu un mélange de Darts et de Marek Ishtar en beaucoup moins bien. En plus de ça, Sayo, il aura une sœur qui s'appelle Mizuchi, qui va être très importante, d'ailleurs on en reparlera tout à l'heure. Bref, il a une sœur qui s'appelle Mizuchi, qui va également beaucoup faire penser à Shizu, genre la meuf qui veut sauver son frère qui est possédé, etc. Tout ça, on l'a déjà vu. Et c'est ça que je trouve dommage dans les deux premiers arcs de Yu-Gi-Oh! GX, c'est qu'ils vont reprendre plein de concepts de la première série Yu-Gi-Oh! Et qui vont les réadapter en 100 fois moins bien. Par exemple, on a eu les faux dieux égyptiens, donc les bêtes sacrées. Là, on a tout ce délire avec Sayo qui se prend pour Marek et tout. C'est du déjà vu. Et c'est 2 fois moins bien, voire 10 fois moins bien. Mais fort heureusement, dans le 3e arc, GX va vraiment s'imposer comme une série à part entière, avec un 3e arc de fou furieux, l'arc ultime souverain. Enfin bref, vous l'avez compris, Sayo n'est pas totalement mauvais. Celui-ci a 2 personnalités. Et son bon côté s'empressera d'ailleurs de donner les 2 clés d'activation de ce satellite à Judai Yuki et Edo Phoenix. Sayo fera ainsi tout pour les récupérer et n'hésitera pas à envoyer entre guillemets ses soldats pour les affronter en duel. Sayo, qui est un médium, est de base quelqu'un de doux et gentil. Et c'est au cours d'une consultation qu'un client lui montrera une carte. Et de cette carte naîtra la personnalité obscure de Sayo. Et la personne qui lui a montré cette fameuse carte n'est autre qu'un certain Dr. D. Et ce Dr. D est en réalité le père adoptif de Edo Phoenix. Car oui, lorsqu'il était petit, Edo Phoenix a perdu son père. Ce dernier a été tué. Mais par qui et pourquoi? Et bah il a été tué par le Dr. D, qui n'a pas hésité à faire de Edo Phoenix son fils adoptif juste après avoir buté son daron. Et il se faisait passer pour un de ses amis. Edo a été manipulé depuis sa plus tendre enfance. Il porte un deuil en lui, une tristesse infinie qu'il ne pourra pas cicatriser tant qu'il n'aura pas vaincu l'assassin de son père, tant qu'il ne se sera pas vengé. Sauf qu'il était très loin de se douter que la personne qui recherchait plus que tout au monde, bah c'était un de ses proches. Et ça c'est chaud. Et les deux se livreront un duel sur le yacht du Dr. D.
et celui-ci sortira au cours du combat la fameuse carte maléfique, Plasma, héros de la destinée. La carte à l'origine de tous ces malheurs, car en plus d'être responsable de la mort de son père, cette carte est également responsable du fait que Sayo soit parti en cacahuète totale, car de base, Sayo et Edo Phoenix sont très proches. Sayo a été là pour Edo quand celui-ci a perdu son père, Sayo qui de base est quelqu'un d'extrêmement doux, extrêmement attentionné. Plasma, héros de la destinée, est donc une carte créée par le père de Edo Phoenix, sauf que cette carte, elle était tellement puissante et dangereuse qu'il a préféré la cacher. Et du coup, le Docteur D, il est allé voler cette carte, il a pris cette carte, il s'est fait chétaniser et le père de Edo Phoenix a trouvé la mort malheureusement. Sauf que le père de Edo Phoenix, il a créé une carte extrêmement dangereuse, mais il a aussi créé des cartes héros de la destinée qui permettaient de la contrer justement, carte qui se trouve dans le deck de Edo Phoenix. C'est beau putain. Et celui-ci réussira finalement à vaincre Plasma, héros de la destinée, ainsi que le Docteur D. Docteur D qui suite à cette défaite mourra dans les flammes et l'explosion de son yacht. C'en est trop pour Edo Phoenix, il veut régler cette histoire une fois pour toutes et s'empressera d'aller défier Sayo dans un duel. Et au cours de ce combat, Edo sera assisté par l'âme bienveillante de Sayo. Mais cela ne suffira pas, car Edo sera terrassé par Sayo, qui peut ainsi mettre la main sur sa clé servant à activer le satellite. Et Judai, qui avait assisté à la scène, s'empressera de venger son nouvel ami et affrontera Sayo dans un duel, mais se fera lui aussi dérober sa clé. L'activation du satellite est imminente et la fin du monde est proche. Et on aura le droit, les amis, à un duel titanesque entre Judai et Sayo. Et au cours de ce combat, on aura vraiment un truc très intéressant. Car grâce au pouvoir de Sayo, Judai il va voir une vision du futur. Une vision qui fait froid dans le dos les amis. Vision où on voit un monde post-apocalyptique où tu vois juste un désert et la Duel Academy au milieu d'un désert. C'est une vision soi-disant du futur. Dans le futur, le monde ne semble plus qu'être que désolation. Alors que notre héros se battait de toutes ses forces contre un Sayo maléfique, l'esprit de Neos, héros élémentaire, ira dans l'espace pour stopper le satellite. Mais il n'ira pas seul, puisque l'esprit de Kenzan, qui est un dinosaure, se rendra également dans l'espace pour assister Neos. Alors oui, c'est archi fonce-dé et archi con comme concept. Parce que Kenzan, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, il y a le satellite qui va bombarder la Terre, on va tous crever et je peux rien faire. Il était tellement frustré qu'il a développé en lui une sorte d'énergie, une sorte d'aura. Le mec il s'est cru dans DBZ, j'ai pas capté. Et d'un coup, son esprit va se matérialiser comme ça. On est dans JoJo's là carrément. Son esprit va se matérialiser et son esprit, c'est un dinosaure. Bon, pourquoi pas, s'il a un esprit, peut-être que c'est un dinosaure, parce que je rappelle qu'il a un tibia de dinosaure, le mec. C'est complètement con, mais c'est pas grave, on va rester dans le délire jusqu'au bout. Son esprit, il se matérialise, donc t'as Neos qui va dans l'espace pour aller stopper le satellite, et au passage, il croise Kenzan, l'esprit de Kenzan, il lui dit « Oh, viens dans l'espace avec moi, frérot, on va arrêter le satellite. En plus, t'as un dinosaure, t'es costaud, on va pouvoir lui éclater la gueule au satellite. Allez, on y va !» Donc là, t'as Neos héros élémentaire qui va dans l'espace. Normal, ça va ensemble, ça fait stylé. Mais t'as l'esprit de Kenzan, on sait pas ce qu'il fout là, frère. T'as un dinosaure dans l'espace. Mais c'est trop foncé comme truc. Je vais pas vous mytho, à ce moment-là, je me suis dit, oula, ils vont un petit peu trop loin dans le délire. Ça sort de nulle part, ça a aucun intérêt. Ou à la rigueur, si, au cours de l'histoire, plus tard dans la série, ils nous présentent Kenzan comme quelqu'un qui a des pouvoirs surnaturels, qui peut faire des choses stylées et tout, pourquoi pas, mais là il y a juste son esprit de dinosaure qui va dans l'espace pour défoncer un satellite. Et ça s'arrête pas là les amis, ça s'arrête pas là. Ah parce que là dans l'espace c'est parti pour être une grosse soirée, hein, parce que là t'as la sœur de Sayo, enfin l'esprit de la sœur de Sayo qui va également arriver dans l'espace et dire « Haha, je contrôle désormais le satellite, vous pouvez lui éclater la gueule ». Enfin bref, Mizuchi, donc la sœur de Sayo, l'esprit de Kenzan qui est un dinosaure et Neos héros élémentaire, ils vont finalement à eux trois réussir à défoncer le satellite. Donc là tu te dis que le monde est sauvé, mais Sayo est toujours en combat contre Judai. De son côté, Judai réussira finalement à vaincre Sayo après un combat épique et titanesque, et celui-ci reprendra d'ailleurs ses esprits et est désormais aussi doux et gentil qu'avant. Et quant au tournoi Genex qui était en cours, c'est finalement Manjom qui le remportera.
De plus, la sœur de Sayo, Mizuchi, débarquera à la Duel Academy pour veiller sur son frère. Tout est bien qui finit bien. Et Mizuchi, donc la sœur de Sayo, c'est un personnage dont on n'a pas trop parlé pour l'instant dans la vidéo. Et vraiment, c'est un personnage que j'ai grave kiffé. Pourquoi? Parce que je trouve que déjà, elle est beaucoup plus charismatique et stylée que Sayo. Et aussi parce qu'on n'en a pas encore parlé, c'est qu'au cours de l'arc Société de Lumière, comme je vous ai dit, il y aura plusieurs mini-arcs. Et un mini-arc Batailleville, oui, Batailleville, au milieu de l'arc Société de Lumière. Ça veut dire que nos héros de la Duel Academy, ils vont partir en voyage scolaire à Batailleville. Mini-arc, donc assez fanservice, mais purée, ça marche de ouf. Judai se rendra donc à Batailleville. Il ira voir la maison de son héros, Yugi Muto, mais trouvera à la place uniquement son grand-père. Et au cours de ce mini-arc, on aura donc l'occasion de revoir tous les lieux emblématiques de Batailleville. Et forcément, ça nous fait quelque chose. Et on verra même Seto Kaiba, c'est trop stylé. Bref, et à Batailleville, nos héros devront faire face à la sœur de Sayo, qui partage les mêmes idéaux que son frère, et qui affrontera dans un tag duel Edo Phoenix et Judai. Et ce duel, bordel, il envoie de ouf. Les deux rivaux qui font alliance pour terrasser Mizuchi. C'est beau. Mizuchi qui perdra et qui suite à sa défaite montrera son vrai visage. Celle-ci est très loin d'être mauvaise, bien au contraire, elle est juste très inquiète pour son frère et chargera Edo et Judai de le sauver et le libérer du mal qui le contrôle. Un mini-arc Batailleville que j'ai vraiment kiffé donc, c'était carrément mon moment préféré de cette saison 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce deuxième arc. Personnellement, je l'ai bien aimé, même si, encore une fois, il aurait pu durer 20 épisodes de moins. Ils l'ont rallongé pour rien, ils ont rajouté trop de trucs qui servent à rien. C'est un petit peu relou. Mais malgré tout, il glisse puisqu'il prend le temps de développer certains de nos personnages. Comme par exemple Sho qui lui a atteint les jaunes rats. Et de l'autre côté, on a son frère qui part en cacahuète totale. Les nouveaux personnages introduits, ils sont stylés. Et puis surtout, c'est toujours aussi drôle. Et puis cet arc, c'est aussi l'occasion pour nous de revoir Pegasus, Seto Kaiba, le grand-père de Yugi, voir Batailleville à un moment, etc. Donc c'est vraiment stylé. Même si dans cet arc, l'apparition de plein de nouveaux personnages a fait que certains qu'on aimait beaucoup dans le premier arc ont été vraiment éclipsés. Je pense à Bastien Misawa qu'on voit que dalle. Même si à chaque fois qu'on le voit, il fait un peu le con et c'est drôle, mais il sert à rien. Et Fubuki, que je trouve on ne voit pas, mis à part son duel contre Ryo Marufuji, où là, Fubuki, tu le kiffes et tout. Mais à part ça, on le voit pas beaucoup et je trouve ça dommage parce que c'est un perso, mine de rien, que j'aime beaucoup. Donc cet arc était assez sympa, mais tout ça, c'était de l'échauffement, les amis. Tout ça, c'était de l'anecdote. On s'en fout. Parce que Yu-Gi-Oh! GX, ça commence vraiment à partir du troisième arc. L'arc ultime souverain, c'est... il est ultime. Il est ouf, cet arc. Cet arc-là marque vraiment un tournant dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! GX et aussi un tournant dans ce que va devenir le personnage de Judai Yuki. Judai Yuki qui, dans cette saison 3, va vraiment avoir un développement incroyable et surtout super osé, puisqu'il va vivre des choses qui vont le bouleverser et aussi changer sa vie à tout jamais. Il ne sera plus jamais le même, et pas que Judai d'ailleurs, mais aussi beaucoup d'autres personnages de Yu-Gi-Oh! GX. Dans les deux premières saisons, quand même, on va pas se mytho, Yu-Gi-Oh! GX c'était assez feel good, même si dans l'arc Société de Lumière, on avait quand même le droit à quelques moments épiques, tragiques, etc. Mais là, dans la saison 3, c'est clairement autre chose. On bascule dans le sombre, le dark, le tragique. Il y a des morts et surtout énormément de drama. D'ailleurs, cet arc-là s'ouvre avec un nouvel opening et ça se voit directement dès la première scène de l'opening. Tu vois Judai en train de chialer, tu te dis oh putain, qu'est-ce qui va se passer? Dans cet arc-là, en plus les couleurs utilisées dans cet arc sont assez froides, assez sombres, etc. Et la musique est incroyable et vraiment c'est le troisième générique de GX, pour moi c'est mon préféré et de loin, et il traduit parfaitement l'ambiance qu'il va y avoir dans cet arc, puisque dans le générique on voit un Judai triste. Judai ne sourit pas dans le générique et même à un moment on le voit avec son Kuribo Ele, et Kuribo Ele il fait la gueule aussi, il est triste pour Judai, donc tu sens que Judai dans cet arc là il va être triste de ouf, et ça va être le cas. Vous le savez, Yu-Gi-Oh! GX n'est pas forcément ma série Yu-Gi-Oh! Favorite, et pourtant cet arc là il est vraiment dans le sommet du panier de tous les arcs Yu-Gi-Oh! Qui peuvent exister, peu importe la série, de tous les meilleurs arcs. Pour moi le troisième arc de GX c'est un des meilleurs. Vraiment. Et aujourd'hui, nous allons donc décortiquer l'arc Yubel dans cette vidéo. Mais avant ça, petit instant
en promo, j'ai sorti mon premier single qui s'appelle Kaiba, qui est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement légal, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, etc. etc. Alors pourquoi j'ai appelé ce son Kaiba? Tout simplement parce qu'il me fallait une rime en bas. Voilà, je vais pas vous mytho, en tout cas je suis très content de le sortir, et désormais voilà, je vais sortir des sons, etc. parce que voilà, c'est une passion pour moi depuis très longtemps, et je suis très content d'enfin pouvoir sortir mes musiques partout comme ça, et c'est vraiment un truc de ouf, et en espérant qu'elles vous plairont. Pour l'instant, le premier single Kaiba est disponible, j'en ai d'autres qui sont prêts, et j'en ai d'autres qui vont bientôt sortir aussi, donc voilà, restez branchés les amis, n'hésitez pas à aller écouter, en espérant que ça vous plaira. Kaiba est donc disponible sur toutes les plateformes, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal, ce que vous voulez. Enfin bref, les amis, revenons à l'arc Yubel. C'est la 3e et dernière année pour nos héros à la Duel Academy, et cette année aura une saveur particulière, puisque 4 nouveaux élèves vont débarquer de Duel Academy étrangère, 4 personnes qui vont s'avérer plus que intéressantes et surtout stylées. Jim Crocodile Cook, Austin O'Brien, Amon Garam et surtout Johan Anderson. Chacun de ces 4 personnages aura un rôle très crucial dans cette saison. Chacun aura le droit à son développement et à de la profondeur. Et c'est ça qui est vraiment cool dans cet arc les amis, c'est que contrairement aux arcs précédents, les autres personnages que Judai là vont vraiment faire avancer l'intrigue. Bien que l'intrigue elle tourne autour de lui quand même, hein. Mais celui-ci aura un rôle différent dans cet arc. Et c'est ses amis qui vont permettre à l'histoire de se développer. Enfin bref, on va rentrer dans le vif du sujet direct très rapidement. Judai et Johan Anderson vont se lier d'amitié. Une amitié très forte. Les deux se ressemblent tellement, ils sont sur la même longueur d'onde et vont rapidement devenir très proches, puisqu'ils ont tous les deux la capacité de voir les esprits de monstres de duel. On sent même que Judai va délaisser petit à petit tous ses autres amis pour passer plus de temps avec Johan. Et ce côté-là est extrêmement important, mais on verra ça plus tard. Johan Anderson est vraiment très connu dans le monde du duel, puisqu'il est l'enfant prodige à qui Pegasus a légué les cartes bêtes cristallines. Enfin bref! En plus de ces 4 nouveaux élèves, la Duel Academy verra également arriver un nouveau professeur, le professeur Viper. Et à son nom et à son apparence, tu sens direct que le gars, il est pas là pour rigoler, et qu'il va être un des principaux antagonistes de cet arc. Le rythme de vie à la Duel Academy deviendra alors entre guillemets très militaire, puisque Viper, ce fou là, il va donner à chaque élève des sortes de bracelets et va les forcer à livrer énormément de duels. Mais donc, quel est son but? Et ben en fait, il veut absorber un maximum d'énergie que les duellistes vont laisser à travers leur duel, donc il va absorber l'énergie des duellistes. Pourquoi? Pour faire ressusciter une mystérieuse créature. Sauf qu'on va pas se mytho, Viper très vite il va se faire cramer, puisque les gens ils sont pas si cons que ça quand même, c'est qu'ils vont voir que depuis qu'ils ont leur bracelet, à chaque fois qu'ils font des duels, les mecs qui sont en train de tomber dans les pommes et que l'infirmerie elle va être complète. Donc forcément, les soupçons vont aller sur Monsieur Viper qui en plus de ça, lui, il s'est terré quelque part. Il s'est trouvé une petite planque et forcément, donc nos héros vont aller à sa recherche pour lui éclater sa grande gueule. Et en chemin, ils affronteront divers adversaires qui vont tous trouver la mort suite à leur défaite. Ah ouais hein, les amis, je vous ai dit dans cet arc, il y aura énormément de morts et en plus de ça, c'est que le début, donc ça t'annonce direct la couleur. Enfin bref, après plusieurs péripéties, nos héros tomberont sur le professeur Viper et s'en suivra alors un duel entre lui et Judai. Viper souhaite ressusciter une mystérieuse créature car celle-ci lui a promis de ressusciter son fils décédé. Viper qui à première vue semblait donc être quelqu'un sans âme est finalement un personnage très doux qui a vu sa vie brisée après la mort de son fils. Et il est prêt à tout pour revoir son enfant disparu. Car Viper de base était un soldat et au cours d'une bataille, il trouvera un bébé abandonné au milieu des ruines et il décidera de l'adopter afin d'offrir à cet enfant un futur plus radieux que celui d'orphelin de guerre qui lui était destiné. Viper semblait donc être un soldat sans âme et c'est finalement cet enfant-là, ce bébé, qui va lui donner un petit peu une lueur d'humanité, qui va lui transmettre de la joie et surtout une raison de vivre. Et après le décès de son fils, Viper semble être donc redevenu celui qu'il était avant. Et c'est pour cela qu'il fera tout pour donner suffisamment d'énergie à cette créature pour que celle-ci ressuscite, et en ayant ressuscité, cette créature va tenir sa promesse, normalement, de ressusciter son fils. Bref, après avoir reçu suffisamment d'énergie, cette créature va finalement se réveiller, et son nom est Yubel.
Et elle connaît Judai, et semble même presque folle amoureuse de lui, limite elle est trop possessive. Donc là t'es dans un suspense de ouf, c'est qui celle-là? Et aussi les amis, ce qui va être vraiment très cool dans cette saison 3, c'est qu'elle est divisée en plein de mini-arcs, où dans chaque mini-arc on aura limite un antagoniste différent. Et la manière dont c'est réalisé, je trouve ça vraiment grandiose, puisque là c'est que le début de l'arc, et l'antagoniste c'était Viper par exemple, et après on aura quelques épisodes, on aura un autre antagoniste, etc. etc. Mais on va voir ça ensemble dans cette vidéo petit à petit. Yubel, ressuscité, se jouera de Viper. Et ce dernier, croyant voir son fils, se jettera dans le vide et trouvera la mort. Donc en gros, Yubel, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait une sorte d'illusion où Viper, il a revu son fils et le mec il marchait comme ça, il voulait prendre son fils dans ses bras et en fait il est tombé du haut de la tour et il est mort. En plus, Yubel elle dira une phrase à Viper, donc qui vient de mourir, en gros, hahaha, je t'ai promis que je t'emmènerai voir ton fils, un truc comme ça, en mode voilà, vous êtes tous les deux au paradis maintenant, me faites plus chier. Cela nous montre vraiment la cruauté de Yubel, qui est un personnage incroyable. Je me souviens quand j'étais petit, elle m'avait marqué parce que déjà elle a un chara design qui claque de ouf. Alors oui, les amis, quand je parle de Yubel, j'utilise elle, puisque dans l'animé, ils utilisent le mot elle pour parler de Yubel. Bien que ce qui est ambigu sur ce personnage, c'est qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, puisque des fois dans l'animé, elle aura une voix féminine et des fois, elle aura une voix masculine très grave. En plus de ça, physiquement, d'un côté elle a un pectoral et de l'autre elle a un ibar. Et en plus de ça, je spoil un petit peu, c'est que de base, Yubel était une humaine, etc. Et même quand on la verra version humaine, il y a encore cette ambiguïté, c'est vraiment un personnage très androgyne. Enfin bref, suite à tout ce bordel, Yubel déplacera la Duel Academy ainsi que tous ses élèves dans une autre dimension. La Duel Academy se retrouvera alors entourée de sable et se fera même attaquer par des monstres. Car oui, dans cette dimension, les monstres de duel sont réels et peuvent causer de graves dommages aux personnes se faisant attaquer. Et tout cela, les amis, avait d'ailleurs été teasé à la fin de l'arc Société de Lumière pendant le duel entre Judai et Sayo. D'ailleurs, les amis, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui traite du deuxième arc Yu-Gi-Oh! GX, donc l'arc Société de Lumière qui est vraiment un arc stylé. Bref, à la fin du duel entre Sayo et Judai dans l'arc dernier, Sayo il avait projeté une sorte de vision à Judai où il voyait le futur en fait. Et on voyait justement cette Duel Academy entourée d'un désert de sable comme ça, etc. Et c'était une vision qui faisait vraiment froid dans le dos. Et vous l'avez donc compris que forcément, dans cette Duel Academy, il va y avoir de très gros problèmes. Puisque déjà, le manque d'eau et de nourriture va très vite se faire ressentir. De plus, les élèves se verront possédés un à un pour devenir limite des zombies. Pourquoi? Bah à cause de Yubel tout simplement. Yubel qui prendra possession du corps de Martin, fils du professeur Napoléon. Martin a servi de réceptacle à Yubel, tout simplement car celui-ci possédait énormément de ténèbres au fond de son cœur. Et le fait de voir Martin, etc., de voir qu'il a très mal vécu le divorce de ses parents, machin, ça permet de développer un peu au passage le personnage de Napoléon, qui jusque-là ne servait strictement à rien, à part faire le con un petit peu avec Chronos, etc. Enfin bref, les amis, tout ça pour dire qu'à ce moment-là, c'est vraiment la merde. Mais il existe quand même une solution pour retourner dans le monde réel. Cette solution est le dragon arc-en-ciel. Une carte légendaire que Johan Anderson recherche plus que tout. Néanmoins, celle-ci n'a toujours pas été fabriquée par la société de Pegasus. Et c'est pourquoi, dans le monde réel, Pegasus va se hâter à de nombreuses recherches et va finalement tomber sur des ruines dans lesquelles était retenu prisonnier l'esprit du dragon arc-en-ciel. Suite à cela, Pegasus en gros il va créer la carte. Un pont entre les deux mondes réussira finalement à être ouvert grâce à un duel entre Johan Anderson et Ryo Marufuji qui lui se trouvait dans le monde réel. Alors oui, déjà, petite question qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est que Ryo Marufuji, qu'est-ce qu'il fout là? Il était pas censé être méchant et solitaire lui? Car dans la saison précédente, Ryo Marufuji était devenu un personnage vraiment sans cœur, très sombre, très solitaire et qui était prêt à tout pour gagner. Bon, on nous sous-entendra quand même qu'il est là parce qu'il aime la compétitivité et qu'il s'est dit que je vais pouvoir affronter Johan Anderson et donc forcément pour son ego ça le flatte d'affronter un champion comme Johan Anderson. D'ailleurs ce duel est vraiment ouf les amis, mais tout ça ne sera qu'un petit avant-goût d'un duel qui nous attendra plus tard dans l'arc, qui est pour moi un des meilleurs duels de toute l'histoire de Yu-Gi-Oh! C'est vraiment un des meilleurs duels au monde de l'histoire, mais il apparaît plus tard dans l'arc.
Retenez bien ça, on en parle tout à l'heure. Bref, plusieurs péripéties plus tard, Yohan aura finalement en sa possession l'incroyable carte dragon arc-en-ciel et affrontera, aux côtés de Judai, Martin qui était possédé par Yubel. Duel extraordinaire dans lequel Yubel retrouvera l'intégralité de ses pouvoirs et laissera donc tomber le corps de Martin. Judai et Yubel sont à nouveau face à face et à ce moment-là, notre héros Judai retrouvera la mémoire. Car oui, lorsqu'il était enfant, Judai passait son temps à jouer aux cartes avec ses voisins, car ses parents, pris par le travail, étaient très rarement à la maison. Et Judai possédait une carte du nom de Yubel. Yubel était très attachée à Judai, très protectrice, voire même un petit peu trop. Car lorsque Judai jouait Yubel, d'étranges phénomènes se produisaient. L'esprit de la carte de Yubel était en réalité trop protectrice avec Judai et allait jusqu'à punir ses adversaires. De nombreux incidents ont ainsi eu lieu, et suite à cela, plus personne ne voulait jouer avec le petit Judai, car ils avaient peur. Plus tard, Judai participera à un concours de conception de cartes organisé par la Kaiba Corp et le remportera avec ses cartes néospatiens qui ont donc été envoyées dans l'espace, etc. Bref, je ne refais pas l'histoire. Néanmoins, Yubel fera elle aussi partie du voyage et sera envoyée dans l'espace avec les cartes néospatiens. Néanmoins, celle-ci sera séparée dans une capsule à part, dans l'espoir que les ondes cosmiques de l'espace ou une connerie du genre pourraient apaiser sa colère. Suite à cela, tous les soirs, Judai fera d'horribles cauchemars dans lesquels il verra Yubel dans les flammes appeler à l'aide. Et tout cela ne sont en réalité pas de simples cauchemars, mais bien de véritables appels à l'aide de Yubel. Mais les parents de Judai, inquiets pour leur fils, lui feront donc subir une opération du cerveau qui consistera à effacer Yubel de l'esprit de Judai. Et en gros, après plusieurs années à traîner dans l'espace et à souffrir de la solitude, etc., Yubel réussira finalement à retourner sur Terre. Néanmoins, en revenant sur Terre, elle va être beaucoup trop affaiblie. Ça veut dire que Yubel, maintenant, ce sera plus qu'une main dégueulasse qui rampe sur le sol comme ça. Et du coup, elle va revenir sur Terre, mais elle est trop faible. Et c'est là qu'elle va rencontrer, par le plus grand des hasards, Viper, qui lui a perdu son fils. Et elle lui dira en gros, je te promets de faire en sorte que tu reverras ton fils si jamais tu m'aides à retrouver, entre guillemets, mes pouvoirs. Et après, vous connaissez la suite. Revenons donc au duel entre Yubel, Judai et Yohan, qui se soldera par la victoire de nos héros. Néanmoins, cette victoire aura un goût plus que amer, puisque grâce au dragon arc-en-ciel, Yohan permettra à tout le monde de retourner dans le monde réel. Tous sont donc retournés sur Terre, tous sauf Yohan, qui a dû se sacrifier et est resté dans l'autre monde avec Yubel. Et là les amis, Judai y va péter un câble à l'idée que son meilleur ami se soit sacrifié pour sauver tout le monde. Et c'est la première fois à ce moment-là dans la série que nous voyons un Judai si triste. Judai culpabilise énormément car en vrai, Yubel c'est à lui qu'elle en veut. C'est entre guillemets sa faute si Yubel est devenu aussi incontrôlable. Ça devrait limite être une histoire entre Yubel et Judai et finalement il voit son meilleur ami qui s'est sacrifié pour tout le monde. Donc forcément, il a en lui énormément de sentiments qui germent et voilà, on a un Judai vraiment qui commence vraiment à montrer un tout nouveau visage. Judai se décidera finalement à retourner dans l'autre monde pour aller sauver son ami Yohan. Lui qui voulait se rendre là-bas seul sera finalement accompagné de ses amis Sho, Fubuki, Asuka, Manjom, Jim et O'Brien. De plus, Ryo, Marufuji et Edo Phoenix seront également envoyés dans l'autre monde. Car oui, Edo Phoenix et Ryo Marufuji, je sais pas pourquoi, maintenant ils commencent à traîner ensemble, etc. Alors que dans l'arc précédent, on nous sous-entendait limite qu'ils pouvaient pas se blairer, mais bref, c'est pas grave. Ils traînaient un peu dans les bois, comme ça ils observaient ce qui se passait, tu vois. Sauf qu'ils étaient pas trop loin, et vu que nos héros ils ont vu un petit bout de portail magique qui restait, bah ils l'ont emprunté, ça a créé une grosse lumière, et en gros toutes les personnes de la zone ont été envoyées dans une autre dimension. Bref, les voilà donc arrivés dans un autre monde. Un monde qui n'est pas le même que celui qu'ils ont connu précédemment. Ici, c'est un monde ténébreux dans lequel semble régner la loi du plus fort, où une armée de monstres obscurs y sème la terreur. Judai a à la fois peur pour ses amis, mais est quand même obnubilé à l'idée de sauver Johan Henderson. Et cela va donc virer à l'obsession. Et c'est pourquoi il aura un comportement étrange, et agira la plupart du temps en solitaire, car il ne souhaite pas mettre ses amis en danger. Et de là,
Plusieurs tensions vont naître petit à petit au sein du groupe. On suivra ainsi Judai et ses amis dans ce nouveau monde où à chaque duel qui a lieu, le perdant trouve la mort. Je vous ai dit dans cet arc les amis, c'est dark à mort. Et après plusieurs péripéties, Judai se verra affronter le chef de l'armée des ténèbres ou une connerie du genre. Et ce dernier tuera un à un tous les amis de Judai sous ses yeux. De plus, avant de mourir, ses amis étaient comme contrôlés par des sentiments négatifs et ne se gêneront pas pour dire à Judai tout le mal qu'ils pensent de lui, des paroles très dures qui blesseront notre héros. Un mélange de tristesse et de haine va alors faire naître en Judai un étrange pouvoir. Celui-ci a désormais les yeux jaunes et semble comme possédé par quelque chose qui le dépasse. Judai vaincra finalement son ennemi, mais se retrouvera seul, car une bonne partie de ses amis a disparu sous ses yeux. De plus, Shaw, O'Brien et Jim Crocodile Cook lui tourneront également le dos. D'ailleurs les amis, ce que je trouve un petit peu dommage à ce moment-là, c'est que vraiment, Fubuki, Asuka, Manjom et Kenzan, on nous dit qu'ils sont morts. On les voit crever, tu vois. Et je trouve malheureusement que niveau drama, ça a été un petit peu trop timide. On aurait quand même aimé avoir quelque chose de plus tragique, de voir un Judai encore plus dans l'émotion, tu vois ce que je veux dire, qui montre vraiment à quel point il est en colère, etc. en mode DBZ, tu vois. Parce que là, il perd tous ses amis qui sont morts à ce moment-là, ils sont morts quand même sous ses yeux, à cause de lui. Et tu vois que le mec, bon, on sent la tristesse et tout, il y a du drama, c'est triste, mais je sais pas, ils auraient peut-être pu exagérer le truc encore plus en mode il se met en Super Saiyan, tu vois. Enfin, tu me diras, il éveille son pouvoir avec des yeux jaunes, c'est un petit peu un Super Saiyan aussi, hein. Mais bon, on nous montre surtout de la colère plus que des larmes, tu vois ce que je veux dire. Bref, et seul face à lui-même, Judai verra alors émerger dans les ténèbres de son âme Ao, plus connu sous le nom de l'ultime souverain, qui prendra totalement possession du corps et de l'esprit de Judai. Le Judai que nous connaissions a totalement disparu, il est désormais l'ultime souverain, il a les yeux jaunes et porte une armure noire, et règne en maître sur ce monde et est craint de tous, humains ou monstres. Judai, ou plutôt l'ultime souverain, va ainsi semer la terreur dans ce monde, lui qui a tous les monstres à ses ordres, voilà, il va envoyer des monstres attaquer des villages, etc. Il va semer la terreur partout. Et il possède également un nouveau deck, le deck Héros du Mal. Et les amis, personnellement, je trouve ça tellement beau et tellement stylé la manière dont ils ont fait passer Judai subtilement du côté obscur. Et en fait, subtilement, Judai c'est devenu l'antagoniste de cet arc, contre toute attente. Et puis son chara-design en tant qu'ultime souverain, il est trop stylé! Le mec est soigné comme jamais, le flow est au max de la Maxence. Bref, finalement, Jim Crocodile Cook affrontera en duel l'ultime souverain dans l'espoir de sauver son ami Judai, possédé par les ténèbres. Car Jim possède en lui un objet magique, une pierre d'oricalque à la place de son œil droit qui peut lui permettre de sauver son ami. Néanmoins, celui-ci se fera battre à plat de couture par l'ultime souverain à cause de la carte maléfique Super Polymérisation et il mourra sous les yeux de O'Brien. Et O'Brien est terrifié, il a peur de ce qu'est devenu Judai. O'Brien qui de base, faut le dire, est un mercenaire. Le mec nous est présenté au début de l'arc comme quelqu'un, comme un soldat qui est fort, etc. Et là, le voir à ce point terrorisé devant Judai, ça montre à quel point l'ultime souverain il fait flipper. Et petite parenthèse au passage, O'Brien vraiment c'est dans les nouveaux personnages avec Johan Anderson mon préféré, hein. Je vous le dis, lui il m'a fait kiffer de ouf, il est tellement charismatique ce personnage, il est tellement stylé et il va faire une dinguerie après mais on en parle tout à l'heure. Puisque après plusieurs rebondissements, O'Brien prendra finalement son courage à deux mains et retournera voir l'ultime souverain afin de lui éclater la gueule. Et contre toute attente, il va réussir à faire un match nul après un duel des plus magnifiques et il va ainsi libérer l'esprit de Judai de l'ultime souverain. Néanmoins, O'Brien disparaîtra lui aussi en même temps que Ao. Judai semble alors avoir repris ses esprits, mais il culpabilise encore plus de tout le mal qu'il a pu faire en étant l'ultime souverain. Jim et O'Brien ont péri à cause de lui, et Judai semble désormais terrorisé à l'idée de disputer à nouveau des duels. Mais il n'a pour autant toujours pas perdu son objectif de vue qui est de retrouver son ami Johan Anderson. Et il le retrouvera finalement, son ami Johan, qui est possédé par Yubel. Johan était en plein affrontement avec Ryo Marufuji. Car oui, Ryo Marufuji s'est retrouvé dans ce monde comme je vous ai dit, et ce dernier qui dans la saison d'avant nous était présenté comme un des plus gros chiens de la pire espèce,
il apparaît dans cet arc plus comme un ange gardien, car plus tôt dans l'arc, il ira sauver son frère Shaw, là où dans l'arc d'avant, il n'a pas hésité à lui mettre des colliers et des bracelets qui lui donnaient des décharges, etc. pendant le duel, tu vois ce que je veux dire? Là, il apparaît, il sauve son frère dans la forêt, etc. Et après, donc, il voudra aider Judai à retrouver toutes ses capacités de combat, et il n'hésitera pas à le défier en duel, etc. Juste pour le provoquer, tu vois, pour aider Judai à reprendre confiance en lui. On a donc un changement d'attitude de Ryo Marufuji entre la saison 2 et la saison 3, qui est un peu chelou, tu vois, il n'y a pas vraiment de sens. Quoique. Bref, revenons au duel entre Yubel Yohan et Ryo Marufuji. Et ce duel, les amis, parlons-en bordel! C'est un des meilleurs duels de Yu-Gi-Oh! GX et un des meilleurs duels de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Comme je vous ai dit. Disons-le clairement, il est ouf! Car dans ce combat, on apprendra officiellement la maladie de Ryo Marufuji. Ryo Marufuji a un problème cardiaque très grave et n'a donc plus la capacité physique pour livrer des duels de cette intensité. Et en fait, c'est le prix à payer pour avoir sombré dans les ténèbres. Ce qui peut d'ailleurs expliquer en fait son changement d'attitude entre la saison 2 et la saison 3. On le voit pas, mais peut-être qu'à la fin de la saison 2, Ryo Marufuji s'est rendu compte qu'il lui restait plus longtemps à vivre, tu vois ce que je veux dire, et peut-être qu'il s'est repenti, etc., et qu'il s'est dit, voilà, le peu de temps qu'il me reste, je vais essayer de le donner en bien. Bref, Ryo est prêt à mourir pour livrer ce combat face à Yohan, et tout cela sous les yeux d'un Judai qui, lui, n'ose plus combattre. On a donc d'un côté Judai, donc, qui lui n'ose même plus livrer de duel, qui est en train d'observer un gars qui est en train de mourir pour livrer un duel, tu vois ce que je veux dire? Il voit Ryo en train de donner tout son amour pour le duel, en train de donner toute son âme, toute son énergie, toute sa vie même dans ce combat. Et ce côté-là, la rage de Ryo dans ce duel, elle est tellement bien retransmise, c'est un truc de ouf. Ryo Marufuji, il sait que ce sera son tout dernier duel, donc forcément, tu sens qu'il prend du plaisir à la fois, mais en même temps, il a une telle rage, une telle hargne, c'est tellement beau les amis. En fait, le mec, il livre son dernier duel, tu vois, parce qu'il a pas le choix, parce qu'il a des problèmes cardiaques, etc. Enfin bref, il veut profiter à fond de ses derniers instants de duelliste. Mais malheureusement, son dernier duel se soldera par sa défaite. Mais quand même, ça ne s'était pas joué à grand chose. Suite à cela, Ryo mourra sous les yeux de Judai et surtout sous les yeux de son frère Shaw, qui est inconsolable. Un moment très dur les amis, où là pour le coup on sent vraiment la peine qu'ont nos personnages. Là on a vraiment la tristesse face à la mort de quelqu'un, la scène est magnifique, là où précédemment, comme je vous disais, le côté drama était un petit peu trop timide. Et voir Judai et Shaw brisés à ce point, forcément, ça nous fend le cœur. D'ailleurs, Shaw, j'en ai pas trop parlé, mais dans cet arc, ce personnage va encore une fois évoluer et avoir un développement de ouf. Vraiment, Shaw, c'est vraiment un des meilleurs personnages de Yu-Gi-Oh! GX, mais de loin, puisque dans la saison 1, comme je vous en avais déjà parlé, tu le vois, tu te dis, mais lui, il est rincé de ouf, tu vois. Et finalement, arc après arc, le mec va prendre du galon, va prendre du charisme, va prendre de la confiance, va prendre de la puissance. Et c'est vraiment dans la saison 4 que tu te rends compte à quel point Shaw c'est devenu un personnage incroyable, les amis, parce que le mec va faire que évoluer subtilement dans son attitude, tu vois. Et ce personnage est ouf, je vais sûrement faire une vidéo consacrée à ce mec là parce que il y a des choses à dire. Bref, c'en est trop pour Judai qui porte un poids de culpabilité énorme après avoir vu chacun de ses amis disparaître un à un. Et celui-ci ira affronter Yohan, possédé par Yubel. Et suite à leur combat, l'esprit de Yohan sera libéré. Celui-ci est sain et sauf et Judai a enfin retrouvé son ami. Néanmoins, il lui reste une chose à accomplir, régler ses comptes avec son ancien ami, son ancien ange gardien, Yubel. S'ensuivra alors un des duels plus que touchant et symbolique entre Yubel et Judai. Au cours de ce combat, Judai réussira à réveiller et surtout à contrôler le pouvoir de l'ultime souverain. Car oui, les amis, Judai et l'ultime souverain sont en réalité la même personne. En fait, c'est les deux faces d'une même pièce. Judai a toujours eu en lui ces ténèbres, a toujours eu en lui ce pouvoir, mais c'est vraiment la perte de ses amis qui a fait en sorte que ce pouvoir se réveille et devienne surtout incontrôlable. Et surtout poussé à son extrême de la noirceur, tu vois. Toutefois, Judai apprendra, grâce à Shaw, que ses amis ne sont pas morts, mais sont en réalité bloqués dans une autre dimension. Et s'il ne veut pas les voir mourir, il se doit de vaincre Yubel. Mais plutôt que de la vaincre, Judai fera vraiment quelque chose de magnifique. Car il faut savoir que Yubel et Judai se connaissent depuis des milliers et des milliers d'années. Car de base, Judai semble être la réincarnation de l'ultime souverain.
qui était le prince d'un royaume sans nom et destiné à combattre la lumière de la destruction ou une connerie de ce genre-là. Et il était un ami proche de Yubel, qui était encore humaine à cette époque. Le jeune prince d'ailleurs qui est un sosie de Judai. Et les amis, à ce moment là, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous propose encore une fois cette idée comme quoi la lumière et les ténèbres, bah en gros la lumière c'est pas forcément le bien et les ténèbres c'est pas forcément le mal. C'est une notion que dans Yu-Gi-Oh! GX on verra énormément. Yubel était donc la servante de ce jeune prince et elle était prête à tout pour le protéger. En raison de son jeune âge, celle-ci subira une sorte de rituel obscur et sera alors changée en monstre. Donc avec l'apparence qu'on lui connaît aujourd'hui, c'était entre guillemets le prix à payer pour veiller sur le jeune prince. Et l'ancêtre de Judai promit à Yubel de toujours rester à ses côtés et de surtout l'aimer pour l'éternité, et a donc promis de donner son amour uniquement à Yubel. Et c'est d'ailleurs pourquoi Yubel est devenue la carte préférée de Judai quand il était enfant. Et aussi pourquoi Yubel était si obsédé par Judai et aussi jaloux limite de ses amis. On a donc là une histoire d'amour très passionnelle qui a donc traversé les siècles les amis. Là on est carrément dans de la tragédie grecque. Mais c'est tellement stylé les amis. C'est ouf, mais c'est pas terminé! A noter d'ailleurs que dans la version anglaise de Yu-Gi-Oh! GX ou française ou peu importe, la version 4Kids éclatée quoi, on nous présente la relation Yubel et le jeune prince comme une relation amicale très forte. Mais dans la version japonaise, de base, on nous présente vraiment cette relation comme une histoire d'amour à proprement parler. Bref, Judai comprendra sincèrement les sentiments de Yubel et culpabilisera énormément de ce qui a pu lui arriver. Judai a toujours été très attaché à elle et ne veut plus jamais en être séparé. Judai jouera ainsi Super Polymérisation et fusionnera avec Yubel. Les deux partageront ainsi le même corps et seront désormais ensemble pour l'éternité. Oh, qu'est-ce que c'est beau, bordel! Tout le monde pourra ainsi retourner sur Terre sain et sauf. Mais Judai, lui, regardera Sho et dira une phrase magnifique. En gros, je ne rentre pas avec vous, je ne me sacrifie pas non plus. Je pars juste pour un voyage qui me permettra de devenir un homme. Et cette phrase que Judai va prononcer à ce moment-là en faisant ses adieux entre guillemets à Sho, pas une réaction à Sho, mais il les fait à Sho. T'as compris. Et en gros, à travers cette phrase, bah en fait cette phrase là elle représente toute la symbolique pour moi de cet arc. Car dans cette saison 3, Judai subit vraiment un développement incroyable. Puisque dans cet arc en fait Judai il est mis face à tous ses défauts, face à toutes ses contradictions. Lui qui de base ne pensait qu'à s'amuser, il a donc fait face à de terribles épreuves qui l'ont fait grandir, qui l'ont fait mûrir, qui l'ont fait réfléchir, etc. De plus il possède désormais en lui deux pouvoirs, donc celui de l'ultime souverain qu'il peut désormais maîtriser, et aussi celui de Yubel, puisque désormais Yubel et Judai ne font plus qu'un. Quand Judai a joué Super Polymérisation, en fait c'était une déclaration d'amour à Yubel. C'était une alliance le bordel, en mode maintenant on est unis à tout jamais. C'est magnifique. Oui! Bref, suite à cela, tous nos héros sont ainsi revenus sur Terre. La paix est revenue. Néanmoins, 3 personnes manquent à l'appel. Judai, Amon-Garam et surtout Marufuji Ryo, qui sont toujours portés disparus. D'ailleurs les amis, Amon-Garam, j'en ai pas trop parlé dans cette vidéo, mais en gros ce mec c'est un personnage que j'aime beaucoup. Mais en vrai je trouve que si tu l'enlèves de l'arc, bah ça change rien. C'est un gars, il a son histoire très belle, certes, il a son délire, ses ambitions, mais c'est un petit peu à contre-courant de tout ce qui se passe dans cet arc. Genre en vrai on s'en bat les steaks, mais malgré tout c'est un perso que j'aime bien. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si une vidéo l'histoire de Amon-Garam vous intéresse, parce que Amon-Garam est un personnage merveilleusement complexe et moralement ambigu, avec une histoire riche et des objectifs stylés. Mais encore une fois, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que son histoire en vrai elle est incroyable, tu vois. Mais c'est un autre truc, un autre délire, mais elle s'intègre pas vraiment dans le propos de l'arc, je trouve. Et ce que j'ai trouvé stylé aussi, c'est le parallèle entre la relation Yubel-Judai et la relation Amon-Echo, avec Echo qui est un peu l'ange gardien de Amon et Yubel l'ange gardien de Judai. Et ça d'ailleurs les amis, c'est un petit problème de cet arc aussi, c'est qu'ils ont voulu mettre tellement de nouveaux personnages, tellement de nouveaux trucs, etc. que forcément, il y a des personnages qui sont grave mis sur le teco. Par exemple, Edo Phoenix, qui sert un petit peu à rien. Certes, il a un moment héroïque dans l'arc, où justement il se sacrifie pour sauver ses amis face à Amon-Garam d'ailleurs, alors qu'à l'arc d'avant on nous a présenté un Edo Phoenix incroyable, et peut-être que ça aurait été bien de le mettre un petit peu plus en valeur dans cet arc,
Mais bon, vu qu'on nous l'a déjà développé avant et qu'il y avait tellement de persos à développer dans cet arc, je pense que c'est pour ça qu'il a un petit peu disparu. De même pour Bastien Misawa qui lui ne sert strictement à rien. On le voit quelques épisodes au début de l'arc où justement tu vois le mec, il était déjà prisonnier dans cette dimension où ils ont été envoyés. Et il arrive et tout avec ses cheveux longs et tout. C'est lui qui va les aider à ouvrir un pont entre les deux mondes, tu vois. Donc là c'est cool, tu te dis ah le mec est revenu dans le game, parce que dans la saison 2 ce mec là servait strictement à rien, tu vois. À un moment on le voit, donc il est dans l'autre dimension avec Judai et tout, pour trouver Johan Anderson, et finalement ce mec là, Bastien, ils s'en sont débarrassés comment? Ils se sont dit quoi? Ils se sont dit ouais mais si on laisse Bastien dans l'arc etc, ça va être compliqué de l'intégrer en fait dans l'intrigue. Donc ce qu'ils ont fait quoi? C'est que dans ce monde là, Bastien il a retrouvé Tanya, donc Tanya la meuf dont il est tombé amoureux dans la saison 1, l'Amazone là, il l'a retrouvée et il s'est dit oh je vais rester avec elle etc. Donc je pense qu'il est resté avec elle dans la grotte obscure, je veux pas savoir ce qu'ils ont fait, tu vois, et comme ça, bah voilà, ils ont écarté Bastien Misawa, donc dans cet arc, il sert strictement à rien à part au tout début. De même d'ailleurs pour Asuka, Fubuki, Munjom, etc. Alors eux, ils les ont regroupés ensemble et ils vont tous les trois avoir le même rôle dans l'arc, et voilà, ce sera limite le même personnage 3 fois, tu vois ce que je veux dire? Ils vont manquer de développement et c'est bien dommage. C'est une semaine plus tard que Judai refera son apparition à la Duel Academy, apparition pleine de flow, puisqu'il va débarquer du ciel le mec, en mode Superman, et celui-ci semble différent, tant physiquement que dans son attitude. On sent tout de suite un Judai beaucoup plus mature et surtout beaucoup plus stylé. Il semble désormais prêt à affronter son destin et faire face à la plus grande épreuve qu'il n'eût jamais connue. Et les amis, Judai, quand à la fin de l'arc, il débarque de l'espace comme ça, comme une météorite, bam! Déjà, il débarque comme ça, tu dis oh là là. Quand tu vois que c'est Judai, tu dis oh le mec, il débarque de l'espace, frère. Tu te dis mais il a fait quoi pendant son voyage initiatique avec Yubel? Le mec il a développé des compétences de ouf. Si ça se trouve quand on n'a pas vu la saison 4, on se dit mais dans la saison 4 il va lâcher des Kamehameha et tout, tu sais pas. Et vraiment ce qui est incroyable, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est que quand il débarque, Judai, au premier regard, quand tu le vois, il parle pas. Il dit juste salut, tu vois, à chaud. Et quand tu le vois comme ça, ils ont réussi à retranscrire son charisme comme ça en 2 secondes. Tu le vois, tu dis oh putain, il a changé. Il a changé de ouf. Pas que physiquement, mais tu sens qu'il a gagné en maturité, mais dans ses yeux, tu le vois en fait. C'est un truc de ouf comment ils ont réussi à imager ça. Et vraiment un dinguerie. Dinguerie les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce 3e arc de Yu-Gi-Oh! GX. Et si comme moi, c'est un arc que vous passez au panthéon des arcs de Yu-Gi-Oh! Cet arc est vraiment incroyable. Et le problème déjà avec cet arc, c'est qu'il n'a jamais été doublé ni en anglais ni en français, ce qui fait que énormément de personnes ne l'ont pas vu et ne savent même pas ce qui se passe dedans, alors que c'est vraiment un arc abouti, pas à 100% forcément, il y a quelques trucs qui vont pas, on va en parler, mais globalement c'est quand même un arc qui va venir conclure Yu-Gi-Oh! GX de la plus belle des manières, et on va décortiquer tout ça ensemble dans cette vidéo. Alors déjà, pourquoi l'arc Darkness il n'a jamais été doublé en français, en anglais, peu importe, soit parce que 4Kids, donc ceux qui s'occupent de Yu-Gi-Oh! Etc. là, ils ont trouvé l'arc trop sombre et ils se sont dit ah non vas-y flemme on va galérer, ou alors c'est parce qu'ils étaient déjà sur Yu-Gi-Oh! 5Ds qui est sorti derrière, qui lui a été doublé. Encore une fois, là, c'est la dernière saison de Yu-Gi-Oh! 5Ds n'a pas été doublée non plus. Et tout ça, c'est bien relou, parce que comme je vous disais, l'arc Darkness, c'est vraiment un arc stylé qui va jongler entre tension, émotion, enjeu, tragédie, et qui va surtout, à certains moments, revenir aux sources, donc aux sources de la saison 1, et de la plus belle des manières, et c'est quelque chose qui va venir nous toucher directement, forcément, parce que Yu-Gi-Oh! GX a cette particularité, je trouve, que toutes les autres séries Yu-Gi-Oh! N'ont pas, c'est que GX elle a ce truc là où tu t'attaches à un point inimaginable, pas forcément au personnage, mais à l'univers. Ça veut dire que tu rentres dedans, quand t'es de ma génération en tout cas, et que t'as connu Yu-Gi-Oh! GX quand t'étais genre au collège ou quoi, bah forcément cette série elle a une saveur particulière. Et puis l'arc Darkness, lui, il va venir t'apporter des moments de nostalgie de ouf dans cet arc, et c'est incroyable. Ah c'est ouf, on va en parler. Enfin bref les amis, avant qu'on rentre dans le détail de tout ce bordel, l'arc Darkness, de quoi il parle? Un mois s'est écoulé depuis l'arc Yubel. Judai est rentré à la Duel Academy, mais il n'est plus le même. Il reste cloîtré dans son dortoir, il reste seul et ne se mélange à personne. Judai culpabilise sûrement encore de toutes les atrocités qu'il a pu faire dans la saison précédente, et du coup Judai, je pense qu'il culpabilise encore de tout ça, et c'est pour ça qu'il ose même plus en fait affronter ses amis du regard, tu vois. Il a honte un peu. Ou bien il a du mal à se mélanger parce que celui-ci n'est plus totalement humain, tout simplement, parce que je rappelle qu'à la fin de la saison 3, il a fusionné avec Yubel, donc aujourd'hui il est mi-humain, mi-monstre, on va
dire. Donc peut-être que son instinct a changé et que son instinct, aujourd'hui, lui dit d'être quelqu'un de solitaire, tout simplement. Enfin bref, dans cet arc, un nouvel élève se mélangera à notre groupe de héros, un certain Fujiwara Yusuke. Et tout le monde fait comme si le gars était là depuis le début, alors que nous, on l'a jamais vu. Mais pourquoi donc ? Bah tout simplement parce que ce Fujiwara Yusuke, il a des pouvoirs lui permettant de, entre guillemets, trafiquer les souvenirs des autres. Et forcément, ce mec là, il apparaît tout de suite comme une menace. D'ailleurs, il essaiera même de faire ses petites conneries là sur Judai, mais ça ne fonctionnera pas. Judai a désormais en lui le pouvoir de Yubel et est insensible à cette sorcellerie. Et d'ailleurs les amis, la première fois qu'on voit Judai utilisant le pouvoir de Yubel avec ses yeux bicolores là, ah c'est incroyable. On voit tout de suite que le Judai qu'on a connu a disparu à tout jamais. On a affaire à un nouveau personnage beaucoup plus froid, beaucoup plus fort, beaucoup plus solitaire et surtout beaucoup plus charismatique. Oui. Enfin bref, Fujiwara lui il va se barrer et va laisser derrière lui une plume. Mais pourquoi une plume? Bah pour vous la faire courte, en gros le Fujiwara qui nous est présenté est en réalité Honest, un monstre de duel qui a pris l'apparence de son maître qui était donc Fujiwara. Fujiwara Yusuke était un élève de la Duel Academy considéré comme un des meilleurs. Il était au même niveau que Ryo Marufuji ou encore Fubuki Tenjoin avec qui il était très proche. Néanmoins, Fujiwara a disparu il y a plusieurs années, et Honest était l'ange gardien de Yusuke, comme Yubel était l'ange gardien de Judai, etc. Et en gros, un peu plus tard dans l'arc, Honest, lui, il se rangera du côté de Judai et rejoindra son deck, etc. Mais on verra pourquoi tout à l'heure. Enfin bref les amis, tout ça pour dire que sur l'île de la Duel Academy, tu sens quand même qu'à ce moment-là, il se passe des choses pas claires. Et Judai de son côté, il culpabilise à fond de ce qu'il a pu faire avant, et en plus de ça, il sent que ça part en couille sur l'île, tu vois, qu'il se passe des phénomènes paranormaux, donc il se dit, c'est moi qui attire les problèmes, c'est pas possible, donc il va aller démissionner auprès du directeur, il va lui donner sa lettre de démission. Néanmoins, apparaîtront alors Kagemaru et Sayo, qui vont réussir à le convaincre de rester sur l'île. Ils lui feront comprendre que le monde est en danger, et qu'il est nécessaire que Judai reste sur l'île. Car tous les événements qui ont lieu sur cette île, avec les bêtes sacrées, ensuite la Société de Lumière, puis Yubel et tout ce bordel, a créé une faille dans l'espace-temps, ou une connerie du genre. Bref, vous l'avez compris, une sévère menace est en approche. En mode, vous avez trop fait les cons à foutre le bordel sur l'île et dans le monde, et forcément avec toutes vos conneries, ça a créé une faille dans l'espace-temps. Et du coup maintenant, va falloir en subir les conséquences et assumer toutes vos bêtises. Et apparaîtra ensuite ce qui semble être le nouvel antagoniste de cet arc à ce moment-là, un certain Truman, un mec en combinaison moulante, 100% latex avec des lunettes de soleil. Il a un flow chelou, mais il fait flipper quand même, je vais pas vous mytho, si je le croise dans la rue à 5h du mat, je serai pas trop serein. Et ce monsieur Truman n'est en réalité qu'un petit messager de ce que va être la véritable menace de cet arc. Darkness. Mais à ce moment-là, on est quand même un petit peu dans le flou encore. Déjà, c'est qui ce Darkness et qu'est-ce qu'il veut? Mais vu son nom, tu sens qu'il est pas là pour faire des bisous. Fujiwara, pourquoi on nous l'a ramené au début de l'arc, etc. Donc forcément, tu te dis qu'il va débarquer à un moment ou à un autre, on va encore pas entendre parler de lui, donc il va être important. Et Judai, etc. qui est pas yimbe, donc forcément... Tu te dis, t'as hâte d'en savoir plus sur tout ça, mais vous inquiétez pas, on va découvrir tout ça ensemble dans cette vidéo. Mais avant ça les amis, je me permets, petit instant promo. J'ai sorti mon premier clip, Alone, qui est disponible sur ma chaîne YouTube secondaire, donc ma chaîne musicale. Le single, quant à lui, est disponible sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, bref, partout. Et le clip, lui, voilà, vient de sortir. Et c'est vraiment un clip que j'ai... Voilà, c'est un clip en animation, c'est un animé le truc. Et je l'ai moi-même dessiné et réalisé, etc. Ça m'a pris plus de 2 mois pour le faire, donc j'ai tout fait tout seul. Même l'instru du son, c'est moi qui l'ai fait. En fait, ce son, j'ai mis toute mon âme dedans. De l'instru jusqu'à la fin du clip. Voilà, le clip, j'ai vraiment galéré. J'ai tout dessiné, image par image, etc. Avec un ordi et un logiciel qui bug, donc c'était vraiment un cauchemar. Mais bon, une fois que tu te lances dedans, tu te dis il faut que j'aille au bout quand même. Et finalement, j'ai réussi à aller au bout et aujourd'hui le clip sort et je suis très content de le sortir. N'hésitez pas à aller le voir les amis, je vous mets le lien en description. Et voilà, j'espère vraiment qu'il vous plaira. Et maintenant, retournons à l'arc Darkness. Déjà, tout ce qu'on sait, c'est que Darkness est déjà apparu comme antagoniste entre guillemets mineur dans la saison 1 de Yu-Gi-Oh! GX où justement, il contrôlait Fubuki Tenjoin. Fubuki Tenjoin qui sera enfin bien mis en avant dans cet arc. Et quand même, on va pas se mytho, il y a quand même un gros foreshadowing de
de ouf à ce moment-là, puisque dans cet arc qui vient conclure la série, on va comprendre énormément de choses qui se sont passées dans la saison 1 de Yu-Gi-Oh! GX. Bref, tu sens que les problèmes ne font que s'accentuer encore et encore sur cette île, et en plus de ça, Judai, lui, il est de plus en plus dépressif, et forcément, il va inquiéter ses amis. Enfin, je sais pas s'il est dépressif, mais t'as capté, le mec, il est toujours solo, il se mélange pas, et il a jamais été comme ça, en fait. Comme je vous disais, on a l'impression de découvrir un nouveau personnage, parce que tu regardes le Judai des saisons 1 et 2, mais c'est l'opposé total de ce qui nous est présenté dans la 4, tu vois. Et du coup, tous ses amis vont s'inquiéter pour lui, comme nous, on s'inquiète pour lui. Néanmoins, aura lieu un concours de tag duel sur l'île entre les étudiants. Concours où notre héros Judai sera un petit peu contraint de participer contre son gré, et il fera équipe avec Asuka Tenjoin. Et tout au long du tournoi, Judai, il jouait perso, il faisait la gueule et allait même jusqu'à s'embrouiller avec Asuka. Enfin, c'était plus Asuka qui n'arrêtait pas d'embrouiller Judai. Bref, néanmoins, lors de la finale, Judai aura un déclic et il aura retrouvé un peu de ce qu'il avait perdu, le plaisir. Le plaisir de faire des duels avec ses amis. La relation Asuka-Judai semble donc s'être un petit peu apaisée, parce qu'on va pas se mytho, depuis la saison 3, les deux ils faisaient quand même que s'embrouiller, enfin surtout Asuka qui faisait que embrouiller Judai qui était vénère contre lui. Mais pourquoi elle était vénère contre lui à ce point? Parce qu'elle se sentait blessée. Et pourquoi elle se sentait blessée? Parce qu'elle est amoureuse de lui. Et on va clairement nous le faire comprendre. Puisque juste après ce tournoi de tag duel, etc., Asuka, à un moment, elle va attendre Judai la nuit, tu vois, sous un clair de lune éclairé, tu vois. Elle va attendre Judai devant son dortoir pour lui faire une petite déclaration. Sauf que finalement, elle va pas oser lui dire je t'aime, tu vas lui dire ça va, tu vois, tranquille, ouais. Et du coup, mais elle va rougir et tout, donc nous... Clairement, on a capté ce qu'elle ressentait pour lui. Et Judai, il va un petit peu la friendzone. On va pas se mytho. Mais ça, c'est un friendzonage gentil. Le pire friendzonage de l'histoire des animés. On va pas se mytho. Petite parenthèse. C'est dans Yu-Gi-Oh! 5Ds. Quand Asuka, j'allais dire. Quand Akiza, elle va déclarer sa flamme à Yusei. Et que Yusei, derrière, il va lui dire ah, bon, restons amis. Bon, faut que j'y aille. Je vais réparer ma D-Wheel. Là, tu me fais chier. Casse-toi. Alors là, c'était incroyable. Bref, fin de la parenthèse. Asuka ne va pas oser dire ce qu'elle ressent pour Judai et finalement elle va partir, etc. Et Judai, quant à lui, sera très heureux, semblera très heureux. C'est une des premières fois qu'on le voit vraiment sourire à ce point depuis la fin de la saison 3. Grâce à Asuka, justement, elle a réussi à l'apaiser un petit peu et le rendre plus heureux, tout simplement. De toute façon, en vrai, on va pas se mytho. Vaut mieux que Judai et Asuka, ça se fasse pas, parce que sinon, Yubel, on la connaît, elle va encore être jalouse et elle va faire des dingueries. Donc voilà, c'est mieux comme ça. Et voilà, avec cet épisode tag duel, etc., à partir de ce moment-là, dans la saison 4, on aura quand même plusieurs épisodes qui vont s'intéresser à chaque fois sur un personnage différent, ou un ou deux. Par exemple, là, on a eu Asuka et Judai. Derrière, on aura par exemple un épisode sur Manjom et Edo Phoenix, qui nous montre un peu les coulisses du monde professionnel et de la vie que Edo Phoenix peut mener en tant que professionnel, où tu vois le mec il court partout, etc. Et ça va nous permettre aussi de voir en fait, enfin ces épisodes là un petit peu feel good on va dire, parce que c'est des épisodes, on nous vend Darkness et tout, c'est la fin du monde, tu vois. Et au milieu de tout ça, comme je vous disais, on va nous mettre des épisodes un peu filler, mais qui sont extrêmement importants pour conclure le développement des personnages qu'on a aimés dans Yu-Gi-Oh! GX, tu vois. Parce qu'il y aura beaucoup d'introspection, vu que c'est la fin de leurs études, et ils se disent, bah qu'est-ce que je vais faire de ma vie après, en fait. Donc les mecs hésitent, ils savent pas trop quoi faire, donc ils vont tâter, etc. Et comme je vous disais, on aura donc des épisodes avec des mini-histoires consacrées à chaque fois sur un ou deux personnages différents. Et il y en a certains qui sont vraiment incroyables et qui m'ont vraiment marqué. Je pense notamment à l'épisode sur Sho et son frère Ryo Marufuji. Car oui, Ryo Marufuji est finalement réapparu à la Duel Academy comme ça par magie. Car je le rappelle qu'à la fin de la saison 3, Ryo Marufuji était censé être mort dans l'autre dimension, etc. Et à la fin de la saison 3 aussi, on nous sous-entendait que dès que tout le monde est rentré à la Duel Academy, etc., il y avait encore 3 personnes qui étaient portées disparues. Donc Judai qui va revenir une semaine après, Ryo Marufuji, on sait pas où il était, et Amon Garam. Et Amon Garam, miskin, lui, tout le monde s'en bat les steaks de sa tête. On le verra pas dans cette saison, et depuis qu'il a été vaincu par Yubel, on n'a aucune nouvelle de lui, et tout le monde s'en fiche. Parce que je vous spoil un petit peu, mais dans la saison 4 de GX, on va grosso modo voir tous les personnages qu'on a vus dans l'histoire de GX, tu vois. Sauf Amon Garam, lui, le mec il a apparu dans la saison 3, il avait son délire, on aurait même pu l'enlever de la saison 3, ça aurait rien changé, en vrai on va pas trop se mytho. Et là dans la saison 4, le gars, on n'entend même pas son nom. Le gars, il a disparu. Bon,
Il y a lui, il n'y a pas que lui d'ailleurs, puisqu'il y a aussi Bastien Misawa. Le mec a totalement disparu, frère. On le voit pas du tout dans cet arc. Et il avait quand même tellement de potentiel ce personnage, on va pas se mytho. Mais au fil des arcs, le gars, on le voyait de moins en moins. Et dans cet arc-là, on le voit pas du tout. Alors que je vous spoil un petit peu, à la fin de GX, tous les élèves vont être diplômés de l'école, etc. vont recevoir leur diplôme et tout, et ça on le verra. Mais Bastien Misawa, on le voit pas, on sait pas où il est le gars. La dernière fois qu'on a eu des nouvelles de ce mec, il était dans une grotte, dans l'autre dimension, en train de gérer son amazonesse là. Donc je pense qu'il est resté avec elle là-bas et je veux pas savoir ce qu'ils font. Mais bon, revenons à l'épisode sur Sho et Ryo qui est vraiment incroyable, puisque Ryo, lui, est malade et est incapable de livrer des duels. Néanmoins, sa fierté va le pousser à livrer un duel contre un gars d'une école rivale au dojo cyber ou une connerie du genre. Bref, lors de ce duel, Ryo il va faire un malaise et c'est Sho qui va prendre la suite. Et au final, je vous la fais courte, Ryo va décider de donner son deck Cyber Dragon à son frère Sho. Il a finalement vu en lui tout son potentiel et lui lègue ce qui est le ou l'un des decks les plus puissants de GX. Sho est donc la relève. Et c'est incroyable comme dénouement les amis. Souvenez-vous de Sho dans la saison 1, il était rincé, éclaté au sol, éclaté au sous-sol même. Et à la fin de la saison 4, le mec, il est bleu obélisque, il est plein de charisme, plein de confiance, et il récupère le deck Cyber Dragon et arrive à le maîtriser. Et maintenant, il a des projets en commun avec son frère, avec qui la relation a toujours été jusque-là assez compliquée. Donc, c'est beau, c'est magnifique. Sho, il est trop chaud, et c'est un des personnages, je trouve, avec le meilleur développement de Yu-Gi-Oh! GX. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On aura également le droit à un autre épisode de ce style qui m'a marqué, l'épisode centré sur Chronos, où le gars est tellement triste de devoir dire au revoir à ses élèves qu'il va se comporter de manière chelou, etc. Et bref, il finira par livrer un duel contre Judai. Un duel qui est plus ou moins la copie du duel de l'épisode 1 entre Chronos et Judai. Donc forcément là, on a les frissons, un élan de nostalgie, c'est magnifique. Et puis, on verra tous les souvenirs de Chronos qui va chialer et tout, comme si on avait vécu GX à travers les yeux de Chronos. Ah, trop de souvenirs. D'ailleurs, Chronos dira une phrase juste sublime. C'est moi le professeur, mais c'est vous qui m'avez tant appris. Non, c'est trop beau les amis. On s'est tellement attaché au perso de cette Duel Academy. GX, c'est la vie. Enfin bref, tout ça c'est bien mignon, mais revenons quand même à la réalité. Où paraît-il, il y a un certain Darkness qui veut détruire le monde. C'est quoi ce bordel? Et petit à petit d'ailleurs, les gens de la Duel Academy vont commencer à disparaître petit à petit. Et surtout, lorsque quelqu'un disparaîtra, il sera effacé de la mémoire des autres. À la Duel Academia, presque tout le monde a disparu, mais pas que là-bas d'ailleurs, aussi dans la ville de Domino City, ville où Judai se rendra, car O'Brien lui avait dit « Viens à Domino City frérot, c'est le bordel, on a besoin de toi ». Bref, Judai il arrivera là-bas et verra personne, tout le monde a disparu, et il se fera prendre en chasse par Truman, mais sera sauvé par Sayo, Sayo et sa super moto. Néanmoins, Sayo est chelou et va défier Judai en duel dans la tour de Kaiba Corp. Sayo qui n'a pas d'autre choix car il est prêt à tout pour sauver sa sœur Mizuchi, déjà prisonnière des ténèbres. Bref, Judai il va quand même gagner et la tour de Kaiba Corp, elle, va exploser. Judai, en danger et surtout épuisé, réussira à s'échapper. Alors que notre héros est à bout de force, qu'il marche pas droit, il va tomber sur Truman, et aura alors lieu un duel entre les deux. Néanmoins, Judai sera surpris de voir que Truman joue un deck bête cristalline. Mais pourquoi donc? Bah tout simplement parce qu'il ne s'agissait pas du tout de Truman, mais bien de Johan Anderson. C'est juste que Judai, il était tellement épuisé, et en plus de ça, il y avait les ténèbres qui avaient contaminé son deck parce que Sayo avait glissé une carte dedans ou je ne sais quoi, et du coup, le mec avait des hallucinations, il voyait des Truman partout, tu vois. Et en fait, c'était Johan Anderson qui était là et qui va libérer Judai des ténèbres. Comme Judai avait libéré Johan Anderson des ténèbres dans la saison précédente, il lui rend l'appareil. Et qu'est-ce que c'est magnifique, bordel! Johan Anderson, lui, qui est revenu du coup à Domino City aussi, parce que O'Brien lui avait envoyé un truc comme à Judai en mode ouais, viens à Domino City, frérot, c'est la merde. Et du coup, Judai et Johan Anderson, ils vont se retrouver à Domino City. Forcément, c'est des retrouvailles qui nous font plaisir parce qu'on connaît l'amitié qu'il y a entre les deux qui est extrêmement forte. Et du coup, ces deux-là, ils vont prendre un bateau, ils vont péter un bateau, parce qu'en même temps, il n'y a personne, donc c'est l'occasion de voler un bateau, tu vois. Et ils vont partir tout droit en direction de la Duel Academy. Sauf que,
Une fois de retour à la Duel Academy, Yohan et Judai verront Fubuki Tenjoin en train de livrer un duel contre Fujiwara Yusuke. Fujiwara Yusuke, le vrai, il est là! Et il va régler ses comptes avec son ancien ami Fubuki. Et ce duel, les amis, disons-le clairement, il est extraordinaire. Fubuki réussira à faire le match de sa vie et va réussir à accrocher le match nul. Néanmoins, Yusuke réussira à remonter le temps et revenir au milieu du duel et il pourra ainsi contrer Fubuki et le vaincre, et ainsi le faire disparaître lui aussi dans les ténèbres. Alors attends, comment ça se fait que le mec il peut remonter le temps comme ça? Bah en vrai c'est magique, hein, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est surtout pour nous montrer, je pense, à quel point Fujiwara il est chaud et pour nous montrer un Fujiwara qui apparaîtra vraiment comme une menace. Et tu te dis à ce moment-là que finalement même si tu bats Fujiwara en duel, il trouvera quand même le moyen de remonter le temps. Donc il faut trouver un autre moyen pour réussir à le vaincre. Et le moyen c'est pas de le vaincre forcément en duel, mais le meilleur moyen pour ça c'est de le ramener à la raison tout simplement. C'en est trop pour Yohan et Judai qui sont désormais les deux derniers rescapés de la Duel Academy. Et éclatera alors un duel à 3 en mode Battle Royale, Fujiwara contre Yohan et Judai. Duel incroyable encore une fois dans lequel on apprendra à ce moment-là enfin l'histoire de Fujiwara et pourquoi il est méchant tout simplement. Alors, petit flashback. Lorsque Yusuke était enfant, il perdra subitement ses parents, ce qui le traumatisera à tout jamais. Mais apparaîtra alors Honest, qui lui a promis de toujours veiller sur lui. Et c'est ça qui est stylé les amis, c'est que Fujiwara, il a la capacité de voir lui aussi les monstres esprits, comme par exemple Manjom, Judai ou Yohan. Donc peut-être que dans d'autres circonstances, c'est un point commun qui fait que par exemple Judai et Yohan, c'est grâce à ce point commun qu'ils se sont autant liés d'amitié. Donc peut-être qu'en fait on nous montre que Judai aurait pu être ami avec Fujiwara dans d'autres circonstances, mais malheureusement l'histoire en a décidé autrement. Car oui, les années passèrent et Fujiwara s'est inscrit à la Duel Academy et il est devenu très proche de Ryo Marufuji et Fubuki Tenjoin. Ils étaient à eux trois les 3 meilleurs duellistes de l'école. Néanmoins, encore traumatisé par la mort de ses parents, Fujiwara a commencé à sombrer dans la paranoïa et n'avait qu'une peur, que ses amis l'oublient et l'abandonnent, comme ont fait ses parents. Yusuke a vécu la mort de ses parents comme un abandon, ou plutôt comme un oubli. Bref, et de là, Fujiwara, il décidera qu'il ne veut pas souffrir et qu'il oubliera lui tous ses amis en premier et tournera le dos à tout le monde pour ne plus jamais souffrir. De là, il va s'adonner à plein de rituels obscurs, presque sataniques, dans sa chambre, mais aussi dans le fameux dortoir abandonné. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net? Mais non, je fais un truc. Non, t'arrêtes ça, Baptiste! Néanmoins, il se fera griller par Fubuki. De là, Fujiwara disparaîtra dans les ténèbres et laissera derrière lui la carte avec le masque Darkness. Et de là, Fubuki sombrera lui aussi dans les ténèbres. C'est donc pour cela que dans la saison 1, il possède le masque de Darkness, etc. Qu'il est bresson, machin. On a enfin l'explication du pourquoi du comment dans la saison 1, Fubuki était possédé par Darkness. En gros, foreshadowing de malade, et c'est trop bien. Oui. Enfin bref, vous avez capté que le mec Fujiwara, il avait tellement peur de souffrir, du coup, il a commencé à partir en cacahuète. Mais bon, Fujiwara n'est pas une cause perdue, vous allez voir, mais avant ça, revenons au duel qui l'oppose donc à Yohan et Judai. Au cours de ce combat, Fujiwara tentera de déceler les ténèbres dans le cœur de Yohan, et va réussir à le manipuler pour que celui-ci s'en prenne à Judai. Ce qu'il va faire, et de là, lui, Judai, il va répliquer. On a donc l'impression d'un Judai et d'un Yohan qui sont en train de s'entretuer. Sauf que, à un moment, les deux, ils vont se taper des grosses barres. En fait, ils jouaient la comédie depuis le début. Et c'est ça qui est juste sublime les amis. Ça veut dire que les deux mecs, ils sont en train de livrer un duel pour sauver le monde. Tu vois, c'est vraiment un duel important, si ce n'est le plus important qu'ils ont jamais livré de leur vie. Et les mecs, ils trouvent le moyen, en plus c'était pas en si bonne posture que ça dans le combat, tu vois, et ils trouvent quand même le moyen de se taper des grosses barres et de s'amuser, de prendre du plaisir lors de ce combat. Donc on voit bien à quel point Yohan et Judai, dès qu'ils sont ensemble, ils font toujours les cons, ils ont besoin de rien de plus, mis à part être l'un avec l'autre, et franchement, voilà, ils sont trop chauds, ils sont trop chauds. Du moment qu'ils sont ensemble, ils arrivent toujours à passer des bons moments, peu importe la situation. Bref, pour vous la faire courte, Fujiwara, il réussira à vaincre Yohan, mais Judai, lui, il réussira
réussira à s'en sortir en invoquant une des plus belles cartes de l'histoire de Yu-Gi-Oh! GX, Neos Arc-en-Ciel. Et grâce également à l'aide de Honest, il réussira à vaincre Fujiwara et chasser l'esprit de Darkness. Fujiwara semble donc à ce moment-là être redevenu celui qu'il était. Il est désormais apaisé de voir que Honest ne l'a jamais oublié et ne l'oubliera jamais. Néanmoins, malgré la défaite de Fujiwara, qui n'est en réalité qu'une victime de plus de Darkness, bah y a rien qui a changé, y a personne qui est revenu, y a toujours une éclipse chelou dans le ciel, etc. Et apparaîtra d'ailleurs à ce moment-là, les amis, le vrai Darkness, Darkness en personne qui va arriver. Mais qui est Darkness ? En gros, c'est une entité maléfique ou un dieu du monde des ténèbres ou ce genre de conneries. En même temps, vu son chara-design, ça paraît assez clair. Darkness, donc pseudo-dieu du monde des ténèbres, qui a donc aspiré les ténèbres contenues dans les cœurs des duellistes. Avec cet apport d'énergie, il est alors devenu entre guillemets naturel que le monde des ténèbres de Darkness va remplacer notre monde. Dans son monde, Darkness efface les souvenirs des humains dont les consciences fusionnent pour n'en faire finalement plus qu'une totalement vide. Darkness, ensuite, il va dévoiler le futur à Judai, il va lui montrer une vision de l'avenir, vision dans laquelle on voit en fait un monde post-apocalyptique où la folie des hommes en fait a détruit la planète. Donc Darkness, lui en vrai, c'est même pas on va dire un méchant parce qu'il est méchant, c'est vraiment le gars, il s'en fout des humains, tu vois, il veut pas forcément leur faire de mal, il trouve ça juste naturel que son monde prenne le dessus sur la Terre parce que les humains c'est des pourritures en gros, c'est plus ou moins ça. En fait c'est le cours des choses naturelles qui veut que la Terre disparaisse, voilà, et Darkness il est juste là pour accomplir sa mission en mode la Terre elle doit disparaître, le monde des ténèbres doit le remplacer, etc. Sauf que Judai lui il est pas du tout de cet avis. Judai va donc se battre de toutes ses forces contre Darkness dans un des duels les plus épiques que nous ayons jamais eu. Oui. Et au cours de ce combat, ce sera surtout pour nous l'occasion de revoir la belle Yubel. Et ça fait plaisir. Yubel qui vit désormais en Judai, je le rappelle, j'ai fait plein de rimes en L, mais ça fait plaisir. Judai qui réussira donc à interpeller tous ses amis prisonniers dans le monde des ténèbres et fera en sorte que tout le monde retourne sur Terre. La voix de Judai apparaîtra alors comme une lumière dans les ténèbres. Suite à ça, il vaincra Darkness de la plus belle des manières grâce à la carte Neos Divin Héros élémentaire. Darkness est donc vaincu mais promet de revenir un jour ou l'autre, ce à quoi Judai va lui dire « Bah si tu reviens je serai encore là pour te botter les fesses et si c'est pas moi il y aura encore plein d'autres duellistes pour te faire du sale » et au moment où il dit ça tu vois tous les autres duellistes qui débarquent en mode voilà la flamme du duel ne sera jamais éteinte. Et qu'est-ce que c'est beau. Suite à cela, tout est redevenu normal. Il est temps pour nos héros de recevoir leur diplôme de fin d'études et de se dire au revoir lors d'une dernière soirée. D'ailleurs, au moment de cette soirée, on va pas se mytho, ils se foutent un peu de notre gueule. Hein. Les mecs, ils trinquent avec un jus d'orange. Ouais, on va... pas à nous. Hein. Vodka orange si tu veux. Bref, cette soirée, Judai, lui, n'y prendra pas part. Une fois de plus, il préfère s'isoler et décide même de quitter la Duel Academy avant tout le monde, sans dire au revoir. Sûrement par pudeur ou alors parce que peut-être ça aurait été trop compliqué pour lui de dire au revoir à tous ses amis. Judai, lui, veut partir en voyage et faire le tour du monde avec Yubel pour aider un maximum de personnes. Il a en lui cette volonté de faire le bien autour de lui. Le sac à dos est prêt. Un dernier regard vers la Duel Academy et Judai s'en va. Mais c'est sans compter sur l'esprit de Kuribohele qui dirigera Judai vers une pièce de la Duel Academy. Pièce où était exposée une réplique du deck de Yugi. Et dans cette pièce, dans la pénombre, apparaîtra alors Yugi Muto. Oui! Et les amis, c'est tellement frustrant que dans GX, on voit pas le visage de Yugi, mais le fait qu'on voit pas son visage, ça le rend encore plus charismatique. Un Yugi daron comme ça se voit, il a trop de flow les amis, ça se voit déjà dans l'attitude qu'il a. Il a trop de prestance, il est magnifique Yugi comme ça. Ah, ce serait incroyable d'avoir encore une série Yu-Gi-Oh! Sans Atem, mais juste avec Yugi en perso principal, sans puzzle du Millennium, 10 ans plus tard comme ça, je sais pas, il pourrait faire un truc, ce serait ouf. Et au moment où on voit Yugi, en fait, on a quand même une sensation où t'as l'impression que Yugi, pendant tous ces 3 ans qui sont écoulés, parce que Yugi, on le voit dans l'épisode 1 du coup de GX, et on le voit dans le tout dernier, il ouvre la série et il la conclut, et ça c'est magnifique déjà. Et en fait, on a l'impression que Yugi, depuis l'épisode 1 où il a donné Kuribohele à Judai, on a le sentiment qu'en fait depuis ce temps-là, il a toujours veillé sur Judai parce que quand il va le voir Judai, et Yugi il va lui dire
Ok, t'es devenu un homme, t'es devenu diplômé, ce que tu veux, mais t'as perdu quelque chose en cours de route. Alors comment il sait qu'il a perdu quelque chose? Soit il le ressent, ou alors il l'a toujours observé de loin, ou alors encore c'est Kuribo Ele qui allait lui répéter des messes basses. Je sais pas, bref, tout ça pour dire que Yugi va lui dire il te reste une dernière épreuve à accomplir pour valider en gros ton diplôme et valider le fait que tu sois devenu un homme, tu vois. T'as perdu quelque chose en route, mais par contre, je peux t'aider à le retrouver en t'envoyant dans le passé pour aller affronter quelqu'un justement qui va te faire retrouver cette chose que t'as perdue. Il n'y a donc qu'une seule personne qui puisse aider Judai et cette personne se trouve dans le passé. Donc, on se doute très vite de qui il s'agit. Yugi enverra alors notre héros Judai dans le passé, 10 ans auparavant, juste après la fin du tournoi de Batailleville. Mais comment ça se fait que Yugi il a des pouvoirs comme ça alors que le mec il a même plus de puzzle du Millennium, il arrive quand même à envoyer les gens dans le passé. Alors là je vous avoue, c'était un petit peu flou pour moi, mais bon. Encore une fois, en plus on est dans GX où ils ont pris des libertés de ouf niveau pouvoir, où je le rappelle, Kenzan il se transformait en dinosaure, où les mecs ils débloquaient des pouvoirs n'importe comment. Là, ils se sont dit vas-y, tu sais quoi, Yugi on va lui donner... L'autre qui remonte le temps aussi, je l'ai pas oublié, Fujiwara là, de nulle part. Et là, Yugi, ils vont se dire, bon vas-y on va lui donner des super pouvoirs, c'est Yugi quand même, c'est un super héros. Certes, il a plus de puzzle du Millennium, mais il a quelque chose de plus grand. Je sais pas quoi, mais il est chaud. Et du coup, il envoie Judai dans le passé 10 ans avant. Et Judai sera alors comme un gosse. On a l'impression de retrouver le Judai qu'on avait vu dans la saison 2 lorsque celui-ci partait en voyage scolaire à Batailleville. Et là-bas, il va alors rencontrer le Yugi du passé. Et les deux vont livrer un duel en dehors du temps, car le temps sera figé. Le monde leur appartient. Il n'y a que eux prêts à livrer un duel mémorable. Parce que oui, j'ai pas précisé, mais la veille de leur rencontre, Yugi, lui, de son côté, il a fait un rêve prémonitoire dans lequel il voyait un mystérieux gars qu'il défierait en duel et que ce serait important, etc. Bref, Judai sera carrément intimidé face à Yugi, il sera stressé, il aura peur. Néanmoins, il est heureux. C'est un moment inoubliable pour Judai, qui a tellement grandi depuis que Yugi lui a donné la carte Kuribo Ele dans l'épisode 1. Et c'est là, les amis, toute la symbolique de ce magnifique duel. Ça veut dire que, comme je vous disais, Yugi, il ouvre Yu-Gi-Oh! GX et il vient conclure Yu-Gi-Oh! GX. Tu vois ce que je veux dire? On le voit dans l'épisode 1 et dans l'épisode 180. La symbolique de ce truc, c'est quoi pour moi? Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est que Judai, il faut qu'il retrouve l'innocence qu'il avait dans l'épisode 1, donc au moment où il a rencontré Yugi pour la première fois. Et justement, c'est ça que Judai a perdu, le plaisir, l'amusement, la joie, la passion, la flamme, c'est ce truc-là qu'il a perdu. Et au cours de ce duel, justement, grâce à Yugi, il va retrouver en fait la passion, la flamme, petit à petit, et va se mettre à sourire tout seul pendant son duel, tu vois. Même un moment, Yugi et Judai, tu vois, il y aura un petit moment sérieux, ils vont se regarder, ils vont se taper une grosse barre en mode tranquille frérot, on est là pour kiffer, tu vois. Donc kiffe ton duel, amuse-toi, et c'est ça que t'as perdu, c'est l'amusement. Prends du plaisir. Voilà. D'ailleurs, Yugi dirait une phrase très intéressante au cours de ce duel, les amis. Il dira en gros, je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec un lien si fort avec son deck. Et là, tu te dis, c'est pour ça que 10 ans plus tard, il lui donnera la carte Kuribo Ele. Donc, ça crée une sorte de boucle temporelle, tu vois, et c'est trop stylé. Car lors de leur duel, Yugi, il a senti en Judai son potentiel et que ce mec-là, il est destiné à de grandes choses et qu'il partage également son corps avec un esprit. Yugi, il l'a cerné direct. Judai, quand il l'a vu, il a dit toi tu partages ton corps avec quelqu'un, toi aussi, un truc comme ça, tu vois. Judai il partage avec Yubel et Yugi avec Atem, vous le savez. Du coup, mine de rien, les deux se ressemblent beaucoup et tu sens que Yugi, il sent en Judai voilà, le potentiel du mec, et c'est pour ça que je pense que 10 ans après, il lui donne la carte Kuribo Ele et après il a une sorte de boucle temporelle qui se répète et je trouve ça vraiment incroyable. Bien que ce côté-là, il va être un peu contredit avec le film Réunis au-delà du temps qui sortira en 2010, qui est canon à l'histoire, je le rappelle. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur ce film, les amis, où quand même ça se passe après Batailleville, je crois, et Yugi connaît pas Judai. Bref, Yugi a ravivé en Judai la passion qui ne va faire que grandir lorsque Atem fera son apparition et remplacera Yugi dans ce combat. Atem qui a vu son ego de duelliste se faire titiller par la puissance de Judai. Il mourrait d'envie de se mesurer lui aussi à lui. Et on va pas se mytho, à ce moment-là, Yugi il se fait un petit peu ken quand même, hein, parce que le gars il était là, il était bien, il était avec Judai, il se tapait des barres, il jouait aux cartes et tout. Et d'un coup t'as Atem qui débarque, qui lui pique la place, qui lui dit ah maintenant c'est à mon tour de l'affronter, va dormir, tu vois. Mais bon quand même, revoir Atem, ah
ça fait toujours plaisir. Hein. Bref, Yugi ou Atem réussira à invoquer Slifer, le dragon du ciel, sur son terrain. Judai, quant à lui, possède Neos Héros élémentaire, la carte la plus symbolique de son deck. On ne connaîtra jamais l'issue finale de ce duel, mais tout ce que l'on sait, c'est que Judai est heureux, il a retrouvé la flamme qu'il avait perdue grâce à Yugi. Il est désormais prêt à faire le tour du monde en compagnie de Yubel et de Pharaon, ainsi que l'esprit de Daitokuji, qui seront aussi du voyage. Judai, après tout ce qu'il a vécu ces 3 dernières années, est désormais un homme accompli, bien dans ses pompes, prêt à aider les autres. Et oui les amis, Judai, avant son duel avec Yugi, était devenu vraiment un homme, voilà, un bonhomme, tu vois, parce qu'on le connaît, c'est un peu un gamin, un petit con, on va pas se mytho. Et à la fin de GX, c'est vraiment un bonhomme avant son duel avec Yugi. Par contre, il lui manquait quelque chose, et la morale de cette histoire, c'est quoi? C'est qu'il faut réussir à être un homme tout en gardant entre guillemets son âme d'enfant et son insouciance et faire ce qu'on aime et prendre du plaisir. Voilà, tout simplement, l'un n'empêche pas l'autre. C'est comme ça que j'ai pris cette fin qui est juste incroyable les amis, et je vais pas vous mytho, j'aurais tellement kiffé une suite à GX, un spin-off à GX, en manga ou en animé, peu importe, justement sur les aventures de Judai après la Duel Academy, parce qu'on sait qu'il va faire le tour du monde, du coup forcément il va vivre des choses, il va se passer des choses, certes ça en fait une fin ouverte de pas savoir, mais il y a tellement de choses à raconter, des histoires à créer je trouve avec un Judai justement qui parcourt le monde et qui va vivre plein de choses et qui va peut-être rencontrer des gens importants, etc., parce que dans le film Réunis au-delà du temps, je reviens encore une fois à ce film là, on voit Judai, il est en Europe, je crois qu'il est en Italie ou en Angleterre ou je sais plus, tu vois. Et là tu te dis quand même, ah ouais, le mec il a quand même bien voyagé, donc voilà, j'aurais tellement kiffé des spin-offs comme ça sur Judai, ça aurait été lourd. Enfin bref les amis, tout ça pour dire que est-ce que la fin de Yu-Gi-Oh! GX a été une fin parfaite pour notre personnage principal Judai? Je pense que Judai du début de l'histoire à la toute fin a eu une écriture parfaite. Parfaite, son évolution est parfaite. Même si des fois, on va pas se mytho, il y a certains trucs qui allaient pas, notamment dans la saison 2 ou 3, sur Judai, mais quand même je trouve que c'est un personnage accompli de A à Z, qu'on a vu grandir, qu'on a vu évoluer, qu'on a vu douter, qu'on a vu sombrer, ce qui l'humanise encore plus, tu vois, c'est pas le héros lisse, il est trop parfait, justement il a ce côté en lui où le mec peut douter, le mec peut sombrer dans les ténèbres, le mec peut s'énerver, le mec peut s'isoler, tu vois, tous ces trucs là qui le rend encore plus humain et attachant. Et voilà, Judai franchement une écriture incroyable. Et sinon plus globalement le dernier arc, il conclut très bien je trouve la série GX, même si encore une fois il y a plein de choses qui restent un peu floues dans nos têtes, donc notamment sur certains personnages secondaires, etc. Mais bon, après on peut pas développer tout le monde non plus, c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 4, et si comme moi vous l'avez trouvé vraiment trop stylé, même si encore une fois je me répète, mais pour moi la meilleure saison de GX ça a été la 3, qui est, même si elle peut paraître assez longue, elle est quand même incroyable. J'en profite pour vous rappeler que mon clip d'animation Alone est disponible sur YouTube, le lien est en description, n'hésitez pas à aller le voir les amis, j'espère qu'il vous plaira. Enfin voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur l'intégrale de Yu-Gi-Oh! GX. Elle était assez longue, mais en même temps Yu-Gi-Oh! GX, il y a tellement de choses à dire, c'est vraiment une série incroyable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez en général de Yu-Gi-Oh! GX et surtout quelle est votre saison favorite. Pour moi c'est l'arc Yubel, la saison 3, je vous le dis, qui pour moi est la meilleure de GX. J'ai vraiment adoré ce moment là. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo les amis. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. Plein de vidéos sur Yu-Gi-Oh! GX et plein de vidéos sur Yu-Gi-Oh! En général qui vont sortir, donc restez branchés. En tout cas, nous on se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous, à bientôt. Salut!